Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue et décrypte l'actualité de la semaine. Actualité très fournie cette semaine avec, entre autres sujets, la grève des taxis-compteurs qui dénonce la concurrence qu'ils qualifient de déloyale que leur mènent les taxis VTC, entendez Yango, Uber et TaxiJet. Cette semaine également, des milliers de docteurs ont également initié une grève pour attirer l'attention du gouvernement en vue de leur intégration. Autre sujet non moins important de l'actualité, la création de l'Union des cadres du Grand Nord. En fin d'émission, nous parlerons aussi de la restructuration au sein du PDCI-RDA qui a été marquée cette semaine par de nouvelles nominations. Une émission au pas de charge qui verra plusieurs invités se succéder sur ce plateau. À commencer par Mamadou Bakayoko, il est le président de l'association des conducteurs de taxi-compteurs. Kwame Nda Bernard, il est le président de la MEVTC Côte d'Ivoire, la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous M. Drissa Diaby, il est le président de la plateforme des organisations de propriétaires de taxi-compteurs. M. Bafa Koné, lui, il est le conseiller technique du ministre des Transports chargé du transport routier. Enfin, M. Diaby Ibrahim est le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Merci. Le transport a été perturbé à Abidjan cette semaine. Les clients des taxis-compteurs ont galéré. Et pour cause, les chauffeurs de taxi dénoncent la concurrence déloyale des taxis Yango, Uber et TaxiJet. Ces compagnies de transport urbain qui utilisent une application mobile qui relie des particuliers et des chauffeurs. Ils ont finalement levé le mot d'ordre de grève après des discussions houleuses au siège du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport d'Abidjan. Thiemé Dandje et Tanguy Konan nous font le point et on ouvre le débat juste après. Abidjan Nord, dans le trafic routier, ici au carrefour Anador d'Abobo. Les taxis-compteurs manquent à l'appel. Dans les rues, seuls les mini-cars de transport et les taxis communaux, qui ont revu leurs tarifs à la hausse, assurent le service. Sur le terrain, sans y être, les chauffeurs de taxi-compteurs ne décollarent toujours pas. Carrefour de l'université Nangui à Brogua. Là encore, ils battent le pavé. Même ambiance à Abidjan Sud, devant le palais des sports de Trècheville. Dans les rues, des usagers peinent à regagner leur service. D'autres sont confrontés à une hausse du coût du transport opéré par les taxis Yango. De quoi en rajouter à leur désarroi. Yango aussi, le fait qu'ils ont augmenté le tarif. Nous, on n'a pas augmenté nos salaires. On fait comment? C'est ça le problème aujourd'hui là. Très difficile parce que là, depuis 7h30, je suis à mon carrefour. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore arrivé au bureau. Très fatigant. Vraiment, voyez si vous pouvez faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas simple. Sur le terrain, les conciliabules vont bon train, mais sont houleux. Difficile pour les parties d'accorder leur violon. Jusqu'à 15h, les grévistes campent sur leur position. Affaire de Yango, là, on ne veut pas au Dieu, on ne veut pas demain. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore tombé d'accord. Il faut que le ministre donne un mot d'ordre pour dire aux Nyango de garer. La fumée blanche sort finalement peu avant 17h. Le mot d'ordre est enfin levé. Nous avons été reçus par M. le ministre du Transport, M. Amadou Koné, à qui nous avons soumis toutes nos préoccupations. M. le ministre du Transport nous a assuré que toutes les dispositions seront prises très rapidement pour qu'une commission technique de travail comprenant tous les acteurs, y compris les chauffeurs de taxi-compteurs, réfléchissent pour trouver une solution à nos problèmes posés. Face à ces acquis, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre d'arrêt de travail et nous lançons un appel à l'ensemble des chauffeurs de taxi-compteurs d'Abidjan pour une reprise immédiate des activités sur l'ensemble du district d'Abidjan. En Conseil des ministres, bien avant, le porte-parole du gouvernement se félicitait de points d'accord pour la reprise du service, censé mettre fin à la galère des populations pendant près de 48 heures de grève. Monsieur Bafa Koné, vous êtes le conseiller technique chargé du ministre, conseiller technique du ministre des Transports chargé du transport routier. Tout à fait. Alors, les taxis-compteurs ont l'impression
qu'il y a une concurrence déloyale. Est-ce le cas? Pour dire vrai, il faut reconnaître que le système de Niango, auquel on a été confronté depuis octobre 2018, nous-mêmes, quand on a appris ça par la presse, à travers Abidjan.net, on est rentré en contact avec les gestionnaires de Niango. On a eu une séance de travail où on a estimé qu'ils travaillent en toute illégalité au vu des lois. On est en quelle année là? En 2018. D'accord. Voilà. Et de 2018 à aujourd'hui, les choses n'ont pas été on a même adressé évolué. une note aux responsables de Niango pour suspendre toute activité concernant le service Niango. Ensuite, nous avions été aussi contactés par Uber qui a estimé bon d'abord de faire une étude, d'apprécier et de mettre à la disposition les nouvelles technologies en ce qui concerne l'exploitation des taxis-compteurs. Et en cela, ils ont attendu que les structures en charge de l'étude de cette activité soient mises en place en 2019, notamment l'autorité de régulation des transports intérieurs, notamment l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ont été installés. Ils sont venus vers nous et en cela, on a donné la possibilité d'engager les négociations, des réflexions en vue de voir comment l'intégrer dans le processus. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, À l'état actuel des choses, l'activité Niango Uber est illégale. D'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez levé le mot d'ordre de grève, M. Bakayoko? Oui, le mot d'ordre de grève a été suspendu. Les usagers ne doivent pas s'attendre à de nouvelles grèves la semaine à venir. Oui, demain, c'est lundi, on doit reprendre le travail. Normalement. Est-ce que vous comptez travailler demain? Oui, déjà, nous avons déjà commencé depuis hier à travailler. D'abord, avant tout propos, je voulais déjà présenter nos excuses envers les usagers parce qu'il y a eu un désagrément, mais c'était indépendant de nos volontés, car il s'agissait de nos conditions de vie. Vous avez vu que tout à l'heure, monsieur le CT l'a dit, cette concurrence déloyale faite par Uber et Niango a venimer le secteur du transport. Ça fait qu'aujourd'hui, le conducteur même n'arrive même plus à gagner son gagne-pain. Donc vraiment, c'est un problème. C'est un cri de cœur. Dieu merci. Le ministre en charge du transport étant soucieux du problème, nous avons créé un cadre de concertation qui vraiment a été satisfaisant. C'est pour cela que nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève. Alors, M. Kwame Nda Bernard, vous êtes le président de la MEVTC Côte d'Ivoire, la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Quand on entend M. Koné du ministère des Transports, vous exercez une activité illégale. Est-ce que vous le reconnaissez? Je suis désolé, mais nous ne reconnaissons pas que c'est une activité illégale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi en la matière. Est-ce que le fait d'absence de loi sous-entend que c'est illégal? Pour vous, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique, donc il n'y a pas d'illégalité. Monsieur Koné, comment vous réagissez à Je cela? confirme qu'au regard de la loi, sur la loi d'orientation des transports intérieurs, avec son décret d'application qui a été pris en 2015, notamment le 269, qui précise les activités dans le secteur des transports, on ne reconnaît pas le VTC. Les seules activités qui sont connues au niveau du transport urbain dans la ville d'Abidjan, c'est le taxi-compteur et les taxis communaux. D'accord. Monsieur Drissa Diaby, est-ce que cette activité menée, telle qu'elle est menée par les Niango, les Uber comme on les appelle, est-ce que ça ne doit pas vous amener, vous aussi, autres propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs, à moderniser davantage les services? Bon, avant de tout dire, il faut que je demande des excuses à notre brave client, parce que c'est les clients qui font qu'aujourd'hui, que nous sommes là aujourd'hui, étant que des propriétaires des véhicules. Et avant de répondre à votre question, je prends faux aux responsables du transport du personnel, parce que nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays de droit. Et quand on est dans un pays de droit, on ne peut pas venir faire une activité déloyale. C'est parce que nos autorités, ils sont vraiment compréhensibles. Ils sont des hommes responsables. Sinon, dans des pays, ça ne peut pas se faire. Parce que quand vous venez dans un pays, avant de vous installer, vous devez d'abord écouter les responsables avant d'aller à votre activité.
Et aujourd'hui, cette activité joue énormément sur nous. Parce que nous, ça fait plus de 60 ans que le taxi compteur existe en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que dans la sous-région ou en Afrique, c'est ce seul mode de transport aujourd'hui qui est là, que c'est la vitrine aujourd'hui de ce pays. Et quand tout le monde voit que ces véhicules sont en orange, et ça fait une fierté pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons des charges énormes et que nous n'arrivons plus à subvenir à nos charges parce qu'aujourd'hui, ils ont plus de 40% de notre activité. Vous savez que nous ne sommes pas contre leur activité, c'est la manière. Parce qu'il faut être reconnaissant aussi qu'aujourd'hui, nous avons tout fait pour la Côte d'Ivoire, nous, les propriétaires des taxis-compteurs. D'accord. Diaby Ibrahim, vous êtes le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Oui. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel les entreprises, enfin la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire exercent dans l'illégalité? Oui, bien entendu, quand on voit aujourd'hui le vide juridique, quand on voit le fait qu'avec ce vide juridique, des opérateurs viennent exercer sur un terrain qui est réglementé par des dispositions réglementaires, je dirais oui, ils exercent une activité illégale. Parce que vous savez que la loi d'orientation du transport intérieur est suffisamment claire. Est considéré comme transporteur routier en Côte d'Ivoire, particulièrement en ce qui concerne le transport urbain et particulièrement en ce qui concerne Abidjan, tous ceux qui exercent dans le taxi-compteur, qui ont donc un espace transversal, tous ceux qui exercent dans le mini-car Baka, qui ont aussi des lignes spéciales, et tous ceux, bien entendu, qui sont dans des communes considérées comme des taxis communaux. Au-delà de ça, toute autre forme de transport que vous faites, qui vous permet de gagner de l'argent, il faut donc vous inscrire dans ces dispositions réglementaires. Et lorsque vous faites un service qui est rémunéré et qu'il est en dehors de ces dispositions réglementaires, bien entendu, vous êtes dans l'illégalité. D'accord. Alors, monsieur Kwamenda Bernard, je me retourne vers vous. Est-ce que vous payez des taxes à l'État? Partant de ce principe, d'abord, je veux revenir sur un point. Bien sûr, allez-y. Quand on entend parler de concurrence déloyale, nous disons non. Pourquoi? C'est plutôt une mutation d'un secteur qui a besoin d'être réorganisé. Si on est d'accord sur ce principe, lorsque les compagnies de VTC ont commencé leur activité, parce que j'ai l'impression qu'on est tous orientés vers l'international, il y a des compagnies ivoiriennes qui ont fait le VTC. Ben, ces compagnies n'ont pas eu de succès parce que les compagnies se sont tournées vers les taxis-compteurs qui n'ont pas répondu à leur appel. Les taxis-compteurs sont venus dans le VTC grâce à Yango. Ils ont commencé parce qu'ils étaient payés pour être simplement connectés. Ensuite, quand ils déposaient un client, ils étaient payés doublement. Le client payait, Yango les payait. Lorsque Yango a cessé de payer les bonus, ils sont tous partis de la plateforme. Et pour ceux qui sont restés, ils ne respectaient pas les principes de travail. La population est habituée à une certaine sécurité. Il y a un vide. Des entrepreneurs donc saisissent l'opportunité. On est bien d'accord, hein. Il y a une niche pour vous, il y a un vide, vous voulez apporter un service avec une innovation, on est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, l'idée, à entendre le conseiller technique du ministre des Transports, il y a une illégalité. Je reviendrai à vous, monsieur le conseiller technique, pour vous demander, il y a une illégalité, si vous estimez qu'il y a une illégalité, pourquoi depuis, l'État n'a rien fait pour empêcher cette activité d'exercer? Vous poursuivez, monsieur, est-ce que vous payez des taxes à l'État? C'est pour ça que nous avons créé la mutuelle. Parce que l'objectif, quand on a commencé à développer cette activité, qu'on a compris que le combat qui se mène aujourd'hui a été mené dans plusieurs pays, forcément, on allait arriver en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait s'organiser pour pouvoir aller vers les autorités et puis ensemble trouver des terrains d'entente ou bien mieux s'organiser. Parce que même si on devait payer les taxes, on les paye en tant que qui? Donc votre statut n'est pas encore clairement défini. On n'a pas de statut. C'est pour cela que je dis qu'il y avait un vide, on en a profité. Maintenant, c'est normal qu'on s'organise. Et nous, aujourd'hui, nous sommes structurés, nous avons des propositions, et donc on est prêt à discuter avec les autorités compétentes. Quelle sera la solution pour le dénouement aujourd'hui? Visiblement, il y a un blocage, les taxis-compteurs grognent, ils ne veulent pas que vous exercez parce qu'ils estiment qu'il y a une concurrence déloyale. Le ministère estime effectivement qu'il y a une concurrence déloyale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Merci, M. Diarasouba. Il faut dire que le système de VTC, ce n'est pas seulement en 2021 ou 2018 qu'on a assisté au phénomène. Déjà en 2016, avec Africab,
les taxi-jets et les taxi-drivers. C'est cela. On a vu apparaître ces systèmes de transport. Et au niveau du ministère, nous avions dit, certes, le cadre réglementaire ne les prend pas en compte. Nous avions mené une étude. Et en cela, la réforme a pris en compte à faire en sorte que le taxi-compteur ait des éléments qui utilisent les systèmes de transport comme les Africab et tout ça. Et là, même, il y a eu un programme. Le ministre a instruit le Fonds de développement des transports routiers à appuyer des programmes de création d'un système de taxis nouveau, hyper équipé, qui fonctionne comme ce genre de taxis. Il y a eu 100 taxis qui ont été créés, qu'on appelle Ivoire Taxi. Il y a un cadre réglementaire qui dit quelles sont les caractéristiques pour devenir un taxi-compteur nouveau dans la réforme. Il y a même un cadre réglementaire qui a été pris au niveau des compteurs et nous sommes en train d'étudier le niveau des tarifs pour les prendre en compte. Je vous dis... en ce moment, il n'y a plus de vide juridique. Pourquoi les VTC ne rentrent pas dans ce cadre réglementaire? Non, il y a un vide juridique. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'avec la mise en place de l'autorité de régulation des transports intérieurs, qui a intervenu en 2019, et l'autorité organisative de la mobilité urbaine, en 2019 aussi, qui sont en train de s'installer, il y a une étude, comme Hubert avait bien compris, que je ne vais pas venir sur un marché qui est déréglé, et s'il n'y a pas une étude bien faite, s'il n'y a pas un cadre réglementaire qui l'accompagne, on ne peut pas faire des affaires. Et après l'installation de ces deux structures-là, il y a une étude effectivement qui nous a amené à attendre vers un projet de décret, déjà qui a été soumis à tous les acteurs. Il y a eu un atelier qui était prévu être organisé à l'hôtel Tiama. On a appelé tout le monde pour convenir d'un cadre réglementaire qui puisse accompagner, encadrer le système de transport par... En attendant l'atelier, en attendant la mise en place de ce cadre réglementaire, ils vont continuer de fonctionner ou pas? Ils sont dans l'informel. Ils sont dans l'informel. Ils sont dans l'informel et on doit pouvoir les contrôler, les mettre même à la suspension. D'accord, très bien. C'est bien entendu. Messieurs, je souhaite qu'on s'intéresse maintenant aux consommateurs. Vous avez des taxis-compteurs, eux, ils ont des VTC. In fine, c'est le consommateur, la satisfaction du consommateur qui compte. Est-ce qu'il ne faut pas justement aujourd'hui réinventer les taxis-compteurs? Si les usagers de taxis-compteurs se tournent vers les VTC, c'est bien parce qu'il y a un vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, à ce niveau, moi, je voulais intervenir un peu. Allez-y. Sur un sujet bien fait. Tout à l'heure, le frère de Nyango l'a dit. Il ne faut pas y voir oublier que c'est nous, les taxis-compteurs, qui avons créé ce qu'on appelle les bases de données de Nyango. C'est nous qui avons créé les bases de données de Nyango. Après d'avoir fini de créer les bases de données, c'est là qu'ils ont mis les taxis-compteurs dans les poubelles. Il ne faut pas en se voler la face. Quand vous dites créer leur base de données, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand ils sont venus s'installer, ils ont collaboré avec les taxis-compteurs, sachant bien que les taxis-compteurs sont dans un cadre réglementaire. Voilà. Quand ils ont eu les clientèles, maintenant ils ont mis les taxis-compteurs dans la poubelle, ils sont allés vers les VTC, qui sont les véhicules personnels, et puis qui sont même un danger pour la population qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les assurances pour ménage et affaires. Ils n'ont pas des assurances transport. Donc, à cas d'un accident, les usagers même qui apprennent ces véhicules-là sont un danger pour eux. Ils ne savent pas ça. D'accord. Monsieur Kwame Bernard, réaction? Réaction parce que on nous reproche trois éléments, c'est-à-dire vis-à-vis de l'administration ne sont pas en règle. On a organisé déjà pour trouver des solutions avec l'administration. On nous parle de l'assurance. La plupart des véhicules, comme il le dit, sur nos différentes plateformes sont des véhicules neufs. Et des véhicules acquis neufs, c'est assurance tout risque. On connaît plus ou moins le coût d'une assurance tout risque. Donc on ne nous parle pas du fait qu'on n'est pas assuré. C'est vrai, en notre sein aujourd'hui, on a eu à discuter avec certaines assurances pour dire voici notre activité. Quel type d'assurance il nous faut? Rien. Il n'y a pas dans la loi d'assurance des assurances adaptées à notre activité. Et donc, au niveau, ce que j'ai reproché un peu vis-à-vis de leur mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont tous inscrits sur nos plateformes, ils n'ont pas été chassés. Ils sont là. On voit toujours des taxis. Mais sauf qu'il y a des quartiers dans lesquels, vous voyez, on dit pas de taxi à partir d'une certaine heure.
Donc, lorsque l'usager me commande que c'est un taxi, il dit « je suis désolé parce que dans mon quartier, c'est interdit au taxi ». Donc, d'une part, la population fait un choix à cause d'une certaine sécurité. Ils ont des combats qu'ils doivent mener. Et le combat qu'ils mènent, c'est qu'on nous augmente nos taxes, qu'on nous crée des taxes. On est d'accord avec tout ça. Mais moi, je trouve que ils nous reprochent aussi le fait qu'on a une visite, on a des véhicules qui font la visite une fois. À ce niveau, nous, on dit, dans nos propositions, quand on aura l'opportunité d'en discuter avec l'État, pour tous les véhicules neufs, on ne voit pas l'utilité de faire 2 visites l'année. À la rigueur, un véhicule à partir de 3 ans, oui. Parce que tous nos véhicules aujourd'hui sont des véhicules neufs. Et dans nos principes de fonctionnement, à partir de 3 ans, le véhicule sort de notre pipe. D'accord. Alors ça, ce sera sur la table de discussion avec l'État, vous l'avez dit. Monsieur Drissa Diaby, oui. J'ai posé une question à laquelle l'autre n'a pas répondu. Est-ce qu'il n'est pas temps que les taxis-compteurs aillent vers l'innovation aujourd'hui au profit des usagers, au profit des consommateurs? Effectivement, merci. Ça fait, M. Bafa vient de le dire, nous sommes déjà dans l'innovation parce que déjà les taxis-compteurs, les taxis ivoires, le ministre a déjà commencé à innover ces taxis. Et il ne faut pas se cacher la face parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Et dans cette mondialisation, il faut que nous aussi, nous devons nous adapter au nouveau système. Qu'est-ce que vous faites pour vous adapter au-delà des taxis ivoires? Au-delà des taxis ivoires, parce que ce qui fait le défaut aujourd'hui, parce que nous avons affaire à une structure aujourd'hui qui sont venus aujourd'hui avec suffisamment d'argent. Aujourd'hui, même les véhicules personnels que vous voyez que c'est des véhicules neufs, c'est des véhicules neufs qui appartiennent à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont ces véhicules personnels. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes en train de nous adapter à ce mode de transport. Et ce mode de transport que nous sommes en train d'entrer, le ministre même des Transports qui est en train de nous aider à ce transport et que nous avons une mutuelle aussi qui est en train de nous aider aussi à faire venir des nouveaux véhicules pour s'adapter à ces nouveaux formats. Et le ministre même est en train de nous aider aussi à mettre une plateforme. Voilà, pour que nous aussi pouvons naviguer dans ces plateformes pour pouvoir avoir la clientèle. Mais le hic aujourd'hui, si le gouvernement, déjà nous sommes en porte-parole avec le gouvernement, avec le directeur général du Haut Conseil, on devait aller à un atelier, on nous a donné des documents, on a dit que les documents étaient de bus, que nous allons essayer d'analyser ces documents. Ces documents, si on est tombé d'accord qu'il doit payer les mêmes taxes. Ce n'est pas lui qui doit nous imposer, ce n'est pas lui qui doit imposer sa vision au gouvernement. Je suis désolé. Tu ne peux pas dire que j'ai un nouveau véhicule et puis le nouveau véhicule va faire 1 an ou bien il ne roule pas. Nous, on a des nouveaux véhicules aujourd'hui qui, chaque 6 mois, ils font le transport. C'est la loi qui dit qu'un véhicule de transport doit faire 6 mois. Des visites techniques. Lui ne peut pas imposer sa méthode au gouvernement. On vous a bien compris, c'est votre point de vue. Diaby Ibrahim, alors, le maître mot, c'est la satisfaction de l'usager, du consommateur. Vous le savez, la concurrence favorise la satisfaction du consommateur. Comment vous réagissez à cela? Alors, on a bien l'impression, selon les dires du représentant du ministère des Transports, qu'il y a illégalité. Ils vont continuer de fonctionner dans l'informel, mais les usagers, finalement, ne crachent pas sur la proposition Yango. Ah oui, bien entendu. Il faut dire que la question du transport routier est une question qui est suffisamment claire. Toute question concernant ce secteur d'activité est réglementée par les lois, par les décrets et par les arrêtés. La question qui vient d'être posée tout de suite, là, pourquoi il n'y a pas eu d'innovation de la part des professionnels? Il faut le dire, la profession n'a pas été réactive parce que la question de l'adaptation de la profession ou du professionnel de la profession à la situation actuelle, à l'évolution du monde, a manqué à la profession. Pourtant, le secteur du taxi-compteur, je vous le dis, est l'un des secteurs du transport routier en Côte d'Ivoire les mieux logés. Parce que c'est le seul sous-secteur qui a une mutuelle ayant les moyens de sa politique qui pouvait anticiper sur tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc il y a eu manque d'anticipation. Oui, il y a eu manque d'anticipation. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je vous dis, nous allons situer les responsabilités et nous allons tirer toutes les conséquences. Cela dit, lorsque le système est réglementé, il faut nécessairement
que la question de la régulation soit beaucoup plus rigoureuse. Vous allez voir au niveau d'Abidjan. C'est un message à l'endroit de l'État. Oui, bien entendu. Vous allez voir au niveau d'Abidjan qu'en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui Yango, etc., avant eux, nous avons ce qu'on appelle les taxis banalisés qui existent, pour lesquels des efforts doivent être faits. Vous avez d'autres modes de transport qui apparaissent pour lesquels des efforts doivent être faits. Aujourd'hui, nous avons des véhicules de transport avec chauffeur qui s'ajoutent, pour lesquels des efforts doivent être faits. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de ramener tous ceux qui sont dans ce système de transport à comprendre qu'il y a des lois qui réglementent le secteur. Un taxi-compteur à Abidjan, aujourd'hui, rien que pour l'assureur, paye au bas mot chaque 12 mois plus de 480 000 francs. Les estimations nous disent aujourd'hui que nous sommes à 23 000 taxis à Abidjan. Si vous multipliez 23 000 par 480 000, le taux multiplié par 12, vous allez trouver le nombre, on appelle de 7 à 8 milliards qui sont débrouillés chaque 12 mois, rien que pour la compagnie d'assurance. Mais comme la mutuelle leur appartient, ça, c'est pas trop grave. Mais là, avec cette manne financière, il faut réfléchir aujourd'hui pour adapter l'évolution du monde à la vision que nous avons aujourd'hui dans le cadre de la professionnalisation du secteur du transport. En clair, au lieu de continuer à dire le ministère, telle compagnie, il faut que la profession elle-même anticipe et fasse tout pour éviter d'être surpris comme ce qui vient de se passer aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une surprise, on ne s'attendait pas. Et c'est venu comme un ouragan, et tout le monde s'est vu entouré par cela. Or, si un an avant, le secteur avait sa propre plateforme, avec ses animateurs, avec ses techniciens, avec ses experts, et que Yango arrivait aujourd'hui, au moment où Yango arrive, nous, on a déjà couvert tout Abidjan avec notre application, mais c'est Yango qui aurait du mal à s'installer aujourd'hui. Mais il y a eu le manque d'anticipation. Et quand vous n'anticipez pas, vous payez cher. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Oui, et quand vous payez cher, le manque d'anticipation, le manque de préparation, un management mal fait donne des résultats de ce genre aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, nous allons situer les responsabilités et nous allons tirer toutes les conséquences de cette affaire. D'accord. Alors, on reproche à certains taxi-compteurs, pas à tous, le manque de propriété, le manque de sécurité. Aujourd'hui, les consommateurs ont accès à des taxis qu'ils peuvent commander depuis chez eux via une application. Comment vous réagissez? Est-ce que vous allez vous réveiller pour changer la donne? Je pense qu'aujourd'hui, avec l'idéal qu'on appelle aujourd'hui le conducteur nouveau, c'est-à-dire nous sommes déjà levés, nous sommes en train de faire vraiment un boulot à ce sens pour ramener au moins le conducteur à une prise de conscience. Aujourd'hui, avec l'association, nous avons vraiment été, c'est-à-dire accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à certaines formations que nous avons eues. Il y a d'autres qui ont eu les CACR. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience aujourd'hui dans le secteur du transport urbain, précisément côté taxi-compteurs. Est-ce qu'il est toujours bon de les appeler taxi-compteurs? Les compteurs, ils ne fonctionnent plus. Non, les compteurs, ça fonctionne très bien. Les compteurs fonctionnent? Ils sont rares, en tout cas. Oui, dans la rue d'Abidjan, de monter dans un taxi et avoir un compteur qui fonctionne. Non, oui, mais la cause aussi, ça fait plus de 25 ans. Le kilométrage n'a jamais été modifié. Ça veut dire que quand un chauffeur met le compteur en marche, il travaille à perte. Parce que nous, aujourd'hui, nous faisons du social. On fait du social. Parce que c'est ce que les gens ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier où ils sont quittés. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu le luxe, ils vont abandonner l'ancien. Vous dites, vous faites du social, voilà. Mais il y a un de nos internautes qui dit les taxis font de la surenchère, très souvent avec des tarifs fantaisistes. Bientôt, chacun va s'approprier d'un moyen de déplacement. Donc c'est totalement le contraire de ce que vous dites. Non, c'est que l'Internet dit. Celui qui a un barrage, par rapport à celui qui n'a pas un barrage, vous n'avez pas la même manière de courir. Moi, je suis là, j'ai mon véhicule personnel, ça y est là, je n'ai aucune charge. Je n'ai aucune charge. On peut me donner des offres, je peux l'accepter par rapport à celui qui a toutes les charges. D'accord. C'est ce que monsieur le directeur du Haut Conseil vient de dire. 2 fois la visite technique. Vous payez la patate, 35 480. Vous payez une assurance, 43 000 francs. Vous payez la vignette. Vous payez la carte de stationnement. Dans toutes les communes aujourd'hui, nous sommes mangés partout. Tu ne peux même pas stationner dans une commune aujourd'hui. Que ça a commencé à Yopougon, à Djamé, dès qu'un chauffeur gare, on prend le véhicule 50 000, 100 000. Il y a les remorqueuses qui sont là. Un véhicule taxi tombe en panne, on lui prend, ça va payer 80 000, 100 000. Mais on a tellement de problèmes, on avait tellement de charges. Mais
on est là, nous sommes des citoyens, nous, on est là pour aider la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a un autre mode de transport qui vient, mais ce n'est pas comme ça, la population va nous payer. Parce qu'il y a certaines heures, quand il y a les malades, il y a des blessés, c'est les propriétaires des taxis-compteurs, les chauffeurs qui s'élèvent, qui font tout ça. Maintenant, c'est le nouveau mode de transport. Ils n'ont pas de charge. On a vu Taxi Jet qui est venu. C'était tellement bien beau, bien luxe. Ils ont fait combien de temps? Ils sont partis. Et nous, on est toujours là. Donc, c'est pour dire... Mais est-ce qu'il ne faut pas améliorer votre service? C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que dans mes dits, je dis, on n'est pas contre eux, mais c'est la manière. D'accord. C'est la manière. Si la manière se pose, l'État de Côte d'Ivoire prend ses responsabilités, on paye tous les mêmes taxes, on a tous les mêmes charges. Maintenant, ça dépend maintenant des usagers de choisir le taxi Jet ou bien taxi Uber ou bien le taxi compteur. D'accord. Voilà, nous, on ne peut rien contre ça. Très bien. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, messieurs, est-ce qu'on va vers une solution? Quelle serait-elle, cette solution? En fait, avec la préavis des grèves, il faut dire que nous avions contacté tous les acteurs et on a convenu que, étant donné que nous sommes dans un cadre de négociation, de discussion pour arriver à intégrer tout le monde. Il faut que si tout le monde est intégré sur cette plateforme, en cela, il faut que les règles qui sont dans nos cadres édictées soient respectées. Et même les services de Nyango et Uber, on leur demande, ce qui est un peu reprochable, c'est qu'ils ont une plateforme qui est bien utile pour mieux gérer le système des services de transport, mais il faut qu'ils puissent respecter les éléments qui sont saisis sur la plateforme, soit des véhicules qui soient en règle vis-à-vis des textes. Il y a des fois où on a saisi des véhicules qui n'étaient pas en règle. Et il en existe. Déjà arrivé? Il en existe. D'accord. Donc on vous invite à plus de vigilance. Comment vous réagissez à cela, monsieur? Nous sommes disponibles à discuter parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une évolution dans le monde. Tout ce qu'ils ont dit, le taxi comptait dans les années 80, c'était une vitrine. Tout le monde rêvait d'Abidjan. Aujourd'hui, est-ce que c'en est le cas? Le monde, il a bougé. Ce combat, il est mené dans les grands pays. Les discussions continuent. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, dans son objectif d'atteindre le développement, va vouloir couper sur le développement. Pour rappel, en 2023, nous avons la CAN. Mais c'est avec quel type de véhicule on va recevoir les gens? Quel type d'organisation ceux qui vont venir vont se déplacer? Donc, c'est toutes ces interrogations qui sont sur la table. C'est maintenant qu'ils disent qu'ils vont réfléchir pour trouver une solution. On connaît la lenteur aussi des réflexions. Il y a des solutions. Les taxis-compteurs sont nos premiers partenaires sur les différentes plateformes. Voilà, ils sortent d'eux-mêmes, sinon qu'ils sont toujours sur les plateformes. Donc peut-être qu'il y a une nécessité de vous revoir pour discuter entre vous. Il y a un cadre qui a été installé par le ministère. Très bien. Et tout le monde sera appelé au cours des réunions interministérielles. C'est cela, monsieur le directeur général du Haut Conseil. Tout à fait. Vous y jouerez un rôle certainement prépondérant. Ah oui, nous sommes en première ligne donc, dans les discussions qui sont menées en ce moment. Il faut dire que le ministre avait même anticipé, comme si le ministre savait qu'on allait arriver là. Il avait déjà anticipé, a fait un projet de texte sur lequel il fallait travailler pour éviter ce qui est arrivé. Voilà. Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, bon, je dis, je répète, il faut nécessairement que la profession cesse de se considérer comme des victimes de toutes les situations. Il faut une prise de conscience. Je veux dire, le monde, il évolue. Et dans quelques temps, on va avoir d'autres applications qui vont dépasser Uber, qui vont dépasser tout ce qu'il faut. Donc, il faut suivre l'évolution du monde. C'est pour ça qu'au niveau de quelque chose qu'on va nous faire, il faut que la profession elle-même s'approprie l'organisation, la saine organisation, se tourner vers le nouveau mode de technologie, d'information et de transport pour que véritablement, quel que soit le défi à relever, nous soyons compétitifs à tout moment. Parce que si nous continuons à rester comme ça, c'est que nous n'aurons pas tiré les leçons des difficultés que nous avons. Et nous avons les moyens, nous avons les outils. Dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, nous allons tirer les conclusions et nous allons situer les responsabilités. Très bien. Merci à vous, M. Mamadou Bakayoko, porte-parole, président de l'Association des conducteurs de taxi-compteurs.
Monsieur Kwamenda Bernard, président de la Mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Monsieur Drissa Diaby, président de la plateforme des organisations de propriétaires de taxi-compteurs. Monsieur Bafa Kone, conseiller technique du ministre des Transports chargé du transport routier. Enfin, monsieur Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Merci d'être venu faire le débat ce soir sur NCI. On vous réinvitera pour une autre émission spécialement consacrée au transport routier et au secteur des taxi-compteurs quand les choses évolueront. Merci d'être passé chez nous. Merci. Et on espère vous retrouver dans des circonstances moins houleuses que la grève qui a eu lieu cette semaine. Autre sujet, les docteurs chômeurs qui ont affiché leur mécontentement ces derniers jours. Ils ont été reçus par leur ministre de tutelle vendredi. Il annonce de nouvelles dispositions pour apaiser les tensions. On en parle dans un instant avec les invités qui vont nous rejoindre. Le temps pour Thiemé Dandier et Fulchance Kissiedou de nous faire le point. 48 heures après leur mouvement de rue, les docteurs non recrutés étaient les hôtes du ministre de tutelle. Occasion d'échanges sans langue de bois entre les deux parties. Les invités ouvrent le bal. Nous sommes 3189 selon les chiffres. Nous sommes allés en compétition pour 256 postes. Ce chiffre-là, 256, nous a été communiqué lorsque les inscriptions ont commencé. Les détails ne nous ont pas été donnés. Le processus est coûteux. Aujourd'hui, pour une candidature, il faut payer 50 000 francs pour le droit d'inscription par candidature dans chaque université. C'est-à-dire, si je veux postuler pour 3 postes, pour 3 candidatures à l'université Félix Houphouët-Boigny, je dois débourser 150 000. Les griefs énoncés ne laissent pas le ministre de tutelle indifférent. Sur les points soulevés, il lève des équivoques. Dernière session de recrutement, donc du 7 octobre 2021, on avait 1593 candidats. 1593 candidats. Je dis bien candidats, je ne parle pas de candidature. Candidats. Après la dernière session de recrutement, on a recruté 151 en recrutement nouveau et 6 en contrat. Donc si vous retranchez tout ça de 1277, il vous reste 1120. Donc nous aujourd'hui, dans notre fichier, on a 1120 docteurs non recrutés. Nous, on n'a pas 3000. Les précisions faites, le ministre dévoile des mesures pour traiter les récriminations formulées. Mieux, le gouvernement, qui n'élude pas la question, va ouvrir une nouvelle session de recrutement dans le courant premier trimestre 2022. Vous avez 450 postes qui seront ouverts bientôt. Allez vous apprêter, préparez-vous, de telle sorte que quand on va ouvrir ces postes-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être admis. Il ne sera plus question de faire plusieurs candidatures. Ça, c'est terminé. Un candidat, une seule candidature, dont vous payez une seule fois et vous fournissez un seul dossier. Il n'est plus question d'aller faire Korogo, Boaké, Kokodi. Ça, c'est terminé. Professeur Adama Diawara est par ailleurs formel. La belligérance n'est pas la solution aux préoccupations évoquées. Pour les traiter, il suggère des voies en lien avec les contraintes de masse salariale. Quand vous voyez que vous avez 34 000 qui sortent du système et vous n'avez que 9 900 postes disponibles dans les secteurs modernes, et le reste, qu'est-ce qu'on fait? Le reste, qu'est-ce qu'on fait? Mais donc, s'il n'y a pas une partie qui va dans l'auto-emploi, vous ne pourrez jamais résoudre ce problème. Cette rencontre a eu l'effet de baisser la tension entre le ministre et ses hôtes, qui ont eu des réponses à plusieurs préoccupations au cœur de leur mécontentement. Retour sur le plateau de NCI 360, nous en rejoint en plateau Docteur Bassé Sévérin, porte-parole du collectif des docteurs non encore recrutés. Docteur Derou Simi, il est historien politologue, membre du collectif des docteurs non recrutés. Diakité Dembala, directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Professeur Biaka Zasseli, je rappelle, qui a décliné finalement l'invitation. Docteur Arthur Banga, historien, analyste politique. Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI. Enfin, Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant d'ouvrir cette deuxième question, je vous propose de marquer une petite pause.
du NCI 360 et à présent, nous abordons la question des docteurs non recrutés. Et tout de suite, première question choc pour Dr Dassé Sévérin, qui est porte-parole du collectif des docteurs non encore recrutés, et Dr Dero Simi, historien politologue, membre du collectif des docteurs non recrutés. Est-ce qu'un docteur, donc, qui a le savoir, doit chercher encore du travail comme vous le faites? Docteur Dassé, allez-y. Bonsoir, merci. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer. Donc, on remercie les responsables de cette chaîne. Et puis, on remercie également les techniciens et tous les personnes. Je vous en prie, je vous en prie. Et bon, votre question est pertinente. Nous estimons qu'un docteur peut chercher du travail et puis également en créer. Surtout créer. Oui, en créer, oui. Quand on a la compétence que vous avez. Oui, et puis en créer. Mais étant donné que les docteurs aussi ont la possibilité de postuler au poste d'enseignants, chercheurs et de chercheurs, on a aussi la possibilité de postuler pour intégrer la fonction publique. Docteur Dero, réaction? D'accord, merci. Bon, votre question, elle est un peu... C'est à chaud, hein, ben voilà. Mais moi, je dirais que le docteur Il faut différencier, d'abord. Ben voilà. Il y a un docteur qui fait la recherche et il y a le docteur qui a le doctorat professionnel. Alors, dans nos universités, aujourd'hui, vous verrez ce qu'on appelle le master pro. Bon, master professionnel. Alors, le master professionnel, il n'y a pas de doctorat professionnel. Il y a le master recherche et on fait un doctorat de recherche avec une thèse. Et là, quand on finit, les débouchés qui semblent s'imposer sont l'enseignement et la recherche. Et ensuite, travailler dans des instituts et autres. Alors, généralement, quand on entend docteur, cette question-là, elle revient depuis un moment. Est-ce qu'un docteur ne doit pas chercher du travail? Il faut d'abord faire cette distinction. Nous, dans notre cas, nous sommes quasiment des docteurs qui avons opté pour, je dirais, la recherche. Donc, la lucarne qui semble s'offrir à nous dans un premier temps, c'est la lucarne de l'enseignement et de la recherche. Ben voilà. Est-ce que la solution, c'est la grève, monsieur? D'abord, il faut contextualiser avant d'aller directement à la grève. La grève n'est pas venue ex nihilo. Elle est due à une situation, si vous permettez. Oui, bien sûr, allez-y, bien sûr. Voilà. C'est le sens de la question. Alors, ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire que des docteurs se prononcent pour des questions de, je dirais, de chômage, si vous voulez. D'intégration. La première date, je crois, de 2014, 2014-2015, ils étaient déjà 300. Alors, depuis le 2015, il n'y a pas de solution qui a été prise en amont. Au niveau du ministère, bien évidemment, et aussi de l'État. Alors, le nombre s'est accumulé. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien à plus de 3000 docteurs chômeurs. Je dis bien plus de 3000 docteurs chômeurs. Alors, au niveau du processus de recrutement, que nous avons dénoncé d'ailleurs, il y a eu plusieurs irrégularités qui ont entaché ce processus. Alors, jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ça a été fait, puisque dernièrement, le ministre a décidé enfin de publier la liste. Comment pouvez-vous concevoir qu'on fasse un test de recrutement, on nous dit que les résultats sont disponibles, et jusqu'à près d'un mois après, on n'a pas le résultat physique. On n'a pas de résultat physique. Encore, dans le processus, il y a la lourdeur au niveau des dossiers. On nous demande de déposer un dossier dans chaque université au nom du principe DPN. Là, ça ne gêne pas. Par contre, pour les résultats, c'est le ministère qui, après, je dirais, une commission, centralise. Alors, comment expliquer que, au nom des EPN, on dépose des candidatures dans des universités autonomes? On paye 50 000 francs dans chaque université. On dépose tout ce qui est casier judiciaire extrait. On fait un certificat de non-bégaiement dans chaque université. Voici un élément encore qui sidère. Comme si Simi Derou faisait son certificat de non-bégaiement avec un médecin assermenté de l'État de Côte d'Ivoire. À Boaké, lorsqu'il sera à Korogo, sur la route, il pouvait subitement devenir bègue. Et ça, le ministère le savait. D'accord. Et il a cautionné dans toutes les universités. Nous avons dénoncé cela. Nous avons dénoncé aussi le coût élevé. Et surtout, au niveau des résultats, les années antérieures, il y avait un fichier unique. Cette année, on nous donne des numéros de candidature. On dit, allez-y, insérez, et vous verrez les résultats qui vont apparaître. Alors, il y a un peu trop d'opacité, mais aussi de lourdeur au niveau des finances. Voilà. C'est ce qui a entraîné ce mouvement-là. D'accord. Monsieur Diakité Dembala, vous êtes le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, ce que ces docteurs évoquent comme problème, n'est-ce pas un problème d'anticipation de la part du ministère? Non, je ne crois pas. Pourquoi? En fait, le processus est connu depuis le début. À savoir qu'à l'époque, le recrutement se faisait en centrale, au niveau de l'administration centrale.
Ensuite, on a donné la responsabilité à chaque université, comme il a dit, qui sont les EPN, pour, à son sein, mettre des jurys en place pour évaluer les docteurs qui s'y présentent. Et ces jurys sont composés de professeurs éminents de chaque université. Et ensuite, au niveau réglementaire, il y a une commission nationale, puisque l'État met à la disposition du recrutement de ces docteurs-là un certain nombre de postes budgétaires qu'il faut répartir en fonction des besoins et des priorités de l'État, et des disciplines aussi. Par exemple, on vient de créer l'université de San Pedro, qui, pour le recrutement passé, dernière là, était l'établissement, la structure prioritaire à tout point de vue, parce qu'il fallait l'ouvrir. Et c'est de ce point de vue-là qu'au point de vue de la législation, il y a une commission nationale, qu'on appelle Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur, qui siège avec en son sein toutes les structures qui ont travaillé à l'instant, qui viennent publiquement proclamer, donner les résultats plutôt des travaux des jurys effectués à leur sein. Parfois, par exemple, vous avez un candidat qui est sollicité par 3 universités. Il faut faire les arbitrages et ainsi de suite. Donc voilà comment le processus se passe. Maintenant, il se trouve que, c'est vrai, il y a des problèmes qui ont survécu, par exemple, qui sont survenus. Par exemple, on a parlé de certificats de non-bégaiement, chaque université. Et cela, le ministre a pris des mesures tout dernièrement. Et chaque fois, on essaie d'améliorer le système, de sorte qu'on puisse être au plus près des réalités et au plus près des besoins des structures. D'accord. Voilà un peu ce que... Alors, Arthur Banga, vous êtes docteur en histoire. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il est établi que l'État doit systématiquement recruter toutes les personnes qui détiennent un doctorat? En fait, le problème, il est nouveau. En fait, on a manqué un peu d'anticipation, nous tous. Jusqu'en 2014-2015, la question ne se posait même pas. Nous, en 2014, on était 4 pour 5 postes. Vous voyez, au département d'histoire. Donc, il manquait même un poste. Aujourd'hui, pour 5 postes, il y a 50, il y a 100 docteurs qui viennent. Voilà, donc c'est une question relativement nouvelle. C'est à partir de 2010, 2011 que certains départements comme les lettres, géographie, sociologie, le DRH ont commencé à avoir ces problèmes-là. En revanche, c'est des problèmes qui se posaient depuis dans certains pays. La paupérisation du doctorat, et je suis très solidaire de mes jeunes collègues, et très solidaire d'autant plus que c'est une épreuve à la fois humaine, intellectuelle, financière, redoutable. Et nous, on a été formés dans l'idée que vous allez avoir le plus grand diplôme, vous allez avoir le meilleur diplôme et vous allez avoir les meilleures places. Donc, on est tous formatés à ça. Et c'était la règle jusqu'en 2010, jusqu'à présent. On n'a pas encore changé. Et comment il faut changer? Il faut changer déjà au sein des universités. Moi, j'ai eu la chance de terminer ma formation hors du Côte d'Ivoire. Mais déjà, dans toutes les universités, il y a des laboratoires qui sont capables d'aller chercher des marchés. Ce qui existe très peu chez nous. Ici, les séminaires doctoraux continuent d'être que des séminaires de méthodologie. Moi, à l'IRSEM, où j'ai terminé ma thèse, on recevait des journalistes, des militaires, des diplomates, pour savoir déjà comment on travaille avec eux. Voilà, donc il y a, à mon avis, la question est nouvelle, la réflexion, l'État doit faire ce qu'il peut. Et je pense que l'État, en faisant ce qu'il peut, ne doit pas se concentrer que sur le ministère de l'Enseignement supérieur. Par exemple, le ministre a proposé hier le ministère de l'Éducation nationale. C'est une très belle piste. Seulement que le doctorat n'est pas reconnu. Quand un docteur rentre à l'Éducation nationale, il a l'impression, ça ne lui donne pas envie parce qu'il a passé 54 ans après son master pour aller se retrouver un salaire, etc. Est-ce que, par exemple, on peut réfléchir, comme c'est fait dans certains pays, en France par exemple, où quand tu as le doctorat et que tu rentres dans l'Éducation nationale, tu as une révalorisation, tu as une adaptation de ton emploi du temps pour par exemple, te permettre de continuer d'enseigner. Dans les ministères, il y a beaucoup de projets. Quand je prends un projet, par exemple, sur le riz, c'est un projet auquel on peut associer 1 ou 2 chercheurs. Même si c'est sur un temps court, le temps du projet, donc, il y a ces pistes-là qu'on peut regarder. À mon avis, il y a des pistes des universités qui doivent modifier les séminaires doctoraux, qui doivent être aussi des séminaires d'intégration, où on apprend d'autres jobs. Quand je prends Déroux Fidèle, par exemple, qui a travaillé sur la place des ethnies dans la politique, lui, c'est quelqu'un, s'il était en contact dans sa formation avec des ONG, etc., il aurait pu se sentir utile pour eux. Donc, il y a un effort à faire au niveau de l'État, il y a un effort à faire au niveau des universités, mais il y a un effort à faire aussi au niveau de nous-mêmes jeunes chercheurs. Voilà, c'est-à-dire se structurer, se mettre en think tanks, se mettre en laboratoire pour pouvoir concurrencer, pour pouvoir rechercher des marchés qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'il y a des pistes qui peuvent nous permettre
de solutionner ce problème qui est relativement nouveau. Il faut le comprendre, il est nouveau pour l'administration, il est nouveau pour nous autres docteurs qui avons toujours rêvé. Et comme je le dis, il y a 5 ans, on ne pouvait même pas penser qu'un docteur allait faire... Alafé Wakili, commentaire, analyse? Oui, il faut dire aussi peut-être qu'au niveau des médecins, souvent il y a des problèmes. Ouais. Ils font des concours et pas tous qui sont recrutés dans la fonction publique. Donc il y a ce problème peut-être dans beaucoup d'autres secteurs. Hein. Voilà. Cela dit, moi je pense que le ministère doit œuvrer à plus de transparence. Je connais beaucoup de candidats. Je connais beaucoup de candidats, ils ont une certitude. Il y a une magouille. Pour eux, ils ont été admis. Contrairement à ce que dit monsieur le directeur, le DRH, pour eux, ils ont été admis et après, le ministère vient et donne une liste de gens et de protégés. Beaucoup de candidats ont cette certitude. Et cette certitude est amplifiée par des témoignages de certains enseignants qui, sur place, disent « Excellent, on ne pourra pas faire sans vous, bravo », qui félicitent les étudiants, les impétrants, les candidats. Donc, eux, ils partent, ils pensent que ça passe. Et le résultat, soit ils ne voient pas leur nom, et peut-être ils sont aussi en contact avec ceux qui les ont examinés, qui disent « Mais ce n'est pas possible, ces gens du ministère. » Nous avons reçu ces témoignages avant que la colère monte. Et il y a eu des alertes, et je pense que le ministère doit regarder ces choses de plus près et renforcer le dispositif de transparence. La transparence, c'est déjà bien la mesure sur le certificat de non-bégaiement qu'on fait pour chaque université. 50 000 pour chaque université. Qu'on fait à chaque université et pour voir comment digitaliser. Bon, je connais un candidat qui a fait Abidjan, Korogo et San Pedro. Ce candidat avait peut-être plus de moyens que d'autres. Il partait en avion, Abidjan, Korogo, il est revenu, Abidjan, San Pedro, avion. Imaginez ceux qui font tout le parcours en voiture. Et ils ont les rendez-vous le même jour, où ça décale d'une journée. Il faut revenir et partir. Ça a été compliqué pour beaucoup de candidats que j'ai vus en train de préparer leur dossier. C'est difficile. Il faut voir comment alléger cela, monsieur le directeur. Monsieur Diakité, réaction? Oui, j'ai réagi parce que, au point de vue de la transparence, là, j'avoue que je m'inscris en faux. Vous savez, il y a des déclarations que les gens font et souvent on est confronté à ce problème-là. Dès lors ça n'a pas marché, c'est la faute. Sinon, dans chaque structure, c'est leur maître qui les évalue. Hein? Alors, je ne voudrais pas accepter qu'on mette en doute leur probité. Hein? Maintenant, une fois que c'est fait en public, parce que la commission, c'est l'ensemble de toutes les structures du ministère, universités, grandes écoles, même certaines grandes écoles qui ne sont pas sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, tous les établissements publics qui ont vocation à donner de l'enseignement supérieur siègent à cette commission-là. Et devant cette commission, chaque université vient exposer les résultats, comme on appelle des jurys, qui ont eu lieu en leur sein. Mais je peux pas comprendre que ces enseignants, dont sont les maîtres, viennent, comme on dit que c'est faux. Sinon, en fait, il est que quand on échoue, on cherche un argument quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est un exemple que je donne sur ce point. Bien sûr. On me dit que mon fils était bien classé. Ouais. Il était bien classé, mais il n'est pas passé. Oui. C'est un parent de docteur. C'est un parent de docteur. C'est les docteurs qui sont cadets, pas les docteurs. Bien sûr, oui. Alors, donc mon fils est bien classé. Je dis, mais bien classé, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Est-ce qu'on ne peut pas publier? Il y a la si, on va le payer, on publie. On a voulu innover. Parce qu'on n'est pas, comment on appelle, innovateur en la matière. Fonction publique, d'autres concours sont faits comme ça. On a voulu innover. Mais dès lundi, le ministre nous a ordonné de publier le résultat. On va le faire. Il n'y a rien à cacher. Alors maintenant, il dit, bon, mon fils, on me dit que mon fils a été bien classé. Il dit, mais bien classé comment? Et dans une matière, je vais vérifier. C'est vrai, il y a plusieurs facteurs. Il y a les postes budgétaires, il ne faut pas l'oublier. Il y a, comment on appelle ça, le besoin que les établissements expriment. C'est cela. Voilà. Il y a le mérite aussi. Alors, donc, on vérifie, on se trouve que la personne, effectivement, bien classée, premier, deuxième, troisième, il était troisième. Et il était premier, deuxième plutôt. Oui. Bien classé, c'est vrai. Oui. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas de poste budgétaire pour lui. Recrutement nouveau, il n'y en avait pas. Et c'est le troisième qui était un recrutement nouveau. C'est-à-dire, on dit recrutement nouveau, pour ceux qui sont, plutôt glissement catégoriel, excusez-moi. Oui, glissement catégoriel, c'est ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui veulent être enseignants à l'université.
Et si le troisième est glissement catégoriel et qu'il n'y a qu'un seul poste de glissement catégoriel, c'est le troisième qui passe. C'est le troisième qui passe. Dans ces conditions-là, souvent il y a des interprétations. C'est cela. Maintenant, pour les autres aspects, à savoir le coût, à savoir les risques, parce qu'effectivement, faisant tout le tour de la Côte d'Ivoire, c'est risqué. C'est normal pour un candidat de multiplier ses chances. Et c'est pour cela que des dispositions nouvelles sont en train d'être prises par le ministre. Donc on est en train de faire un effort dans ce sens-là. Très bien. Oui, moi je pense que c'est la démarche du ministère qui est suspecte. Oui, vous ne pouvez pas dire que vous décentralisez et que les candidats sont obligés de s'adresser à chaque université et maintenir la commission centrale. Il y a une incohérence, monsieur le directeur, vous êtes obligé de l'admettre. Ou bien vous décentralisez, et donc ces universités sont autonomes, elles examinent les candidats en fonction de leurs besoins et proclament leurs résultats sur place. Mais pourquoi encore les déplacer, les regrouper à Abidjan avec des possibilités de perte? Moi je pense que c'est cette démarche qui est suspecte et qui fait qu'il n'y a pas de transparence. On est bien obligé de vous le dire, monsieur le directeur. Ou bien les universités sont autonomes. À partir de ce moment, on leur laisse la possibilité de faire tout le processus et de programmer leurs résultats dans leurs universités. Ou bien c'est une commission centrale et tout le monde fait besoin de candidat à Abidjan et on ne fatigue pas les autres. Deuxième chose. Allez-y. L'actuel ministre d'enseignement supérieur était pendant longtemps le conseil spécial du président de la République chez l'enseignement supérieur. Il ne peut pas dire que ces problèmes, il ne les connaît pas. Et quand M. le directeur dit on a pris des décisions nouvelles, il a fallu que ces jeunes gens descendent dans la rue. Pas forcément des jeunes. Hein. Oui, bon, en tout cas, la plupart sont plus jeunes que moi. Voilà. Ils sont tous plus jeunes que moi, la plupart. Presque tous. Donc il a fallu que ces jeunes gens descendent dans la rue pour que subitement le ministre Diawara... D'accord. Vous me dites non, on va laisser c'est ça. réagir. Non, mais je n'ai même pas fini. Monsieur le directeur m'a interrompu. Donc je dis que ces questions ne sont pas nouvelles pour le ministre Diawara, qui a été pendant longtemps le conseil spécial du président de la République chargé de l'enseignement supérieur, justement. Donc il ne peut pas venir et dire, monsieur le directeur va nous dire, bon, c'est maintenant on prend des mesures nouvelles, les 50 000 francs, on se rend compte que c'est trop, l'espèce de bégaiement, ça c'est le minimum. Monsieur, comment un ministère de l'enseignement supérieur, des cadres qui sont là-bas, dont je ne dis pas de compétences, a pu laisser ces choses-là pendant des dizaines d'années? Pourquoi aujourd'hui, on vient à dire on va supprimer le secteur bégaiement, on va supprimer le secteur... Non, il y a pas dit qu'on va supprimer le secteur, au contraire. Non, on va réduire. Vous avez terminé, laissez-le parler. Voilà. S'il vous plaît, on n'a pas dit qu'on va supprimer. Au contraire, il faut alléger la procédure. Mais un certificat de bégaiement pour un enseignant est nécessaire. Bien sûr. Oui. Aucun médecin ce matin dit qu'il a un certificat de bégaiement. Oui. Ce que nous supposons, ce n'est pas une refonte totale du système. Il est que, en avançant, on regarde aussi où il y a des écueils. Il faut les corriger au fur et à mesure. C'est par rapport à ça, chaque certificat de bégaiement sur chaque université, ça pèse pour le candidat. Et les 50 000 dans chaque université. Voilà, 50 000 dans chaque université, ça pèse effectivement. Mais ce n'est pas maintenant que vous savez ça, monsieur le directeur. Non, Guillaume Bateau, attention. S'il vous plaît. Laissez monsieur Diakité terminer. Ça pèse pour le candidat. Donc, de ce point de vue-là, il faut alléger ce qui est allégeable, ce qui peut être fait, on le fait. Le ministre Diawara vient d'arriver. Donc, ça fait... Est-ce qu'il a 2 ans? Il n'a pas encore 2 ans. Mais le problème n'est même pas là. Le problème est que, est-ce que ce problème, tel truc est pertinent? Si c'est pertinent, on l'adopte, quel que soit le moment où on l'adopte. D'accord, très bien. Voilà. Oui, allez-y, vous voulez réagir? Alors, je voudrais corroborer un peu ce que M. Guillaume disait. Voilà. C'est pas une nouvelle question. Alors, tenez-vous bien, avec les résultats qu'on a, le ministère tient tellement un ministère autour de ces résultats, je voudrais réitérer cela. Regardez le ministère de la fonction publique avec ses réformes, avec Mme Anne Loto. Les derniers concours qu'on a eus, on ne fait même pas moins de 2 semaines, les résultats sont su par tout le monde. Je repose cette question. Ça doit interpeller tous les Ivoiriens, surtout quand on est dans une mouvance de transparence. Pourquoi autant d'opacité autour d'un résultat? Pourquoi attendre que des gens marchent? Pourquoi on publie un résultat? Vous savez pourquoi? Il y a des docteurs, nous menons des enquêtes à notre niveau, qui ont été recrutés. Je vous donne un exemple, M. Ali Derasouba. Alors, vous avez quelques secondes pour terminer, parce qu'on a plusieurs autres sujets. Allez-y rapidement. Okay. Au niveau de San Pedro, c'est l'histoire de la mer, par exemple. Je vous donne 2 thèmes. Les Kroumen et la mer. Et l'histoire du développement de la banane. Quel thème semble idoine? L'histoire du développement de la banane est retenue au détriment des Kroumen et de la mer. Tenez-vous bien. Alors, j'avoue que ça peut être subjectif, monsieur. C'est subjectif. Ça peut être subjectif. Donc, voilà. C'est que je vous dis un autre exemple. Il y a des candidats, nous avons la liste des admis, ça je vous le dis. Il y a des candidats qui n'ont pas composé dans des centres, qui ont leur liste sur les admis. C'est pourquoi on ne veut pas publier la liste. D'accord, très bien, on vous a bien compris. Comment vous réagissez, M. Diakité? C'est pas possible.
Quand on dit publier, oui. La liste a été mise sur le net. On a pensé, attends, s'il vous plaît. Elle a été mise sur le net pour que chacun puisse aller consulter, en faisant comme d'autres le font depuis. Ok, vous mettez votre numéro, vous avez votre résultat. Maintenant, le ministre dit, bon, ça pose problème, il y a l'évidence. Donc, on va publier la liste. Et puis, les résultats, mettre à la disposition des candidats les résultats. Absolument. Okay. Absolument. Oui. Et puis, où je veux en venir. Et puis, cette liste-là va être publiée à tous les niveaux. Maintenant, au niveau des candidatures, parce qu'on a eu des confusions. J'ai entendu 3000 candidats tout à l'heure. Quels sont les bons chiffres? Les bons chiffres, c'est nous avons 1593 candidats. À ne pas confondre avec candidature. Parce qu'ils ont dit eux-mêmes que une personne peut avoir plusieurs candidatures. D'accord, très bien. C'est ça qui va. Ce n'est pas 3000 docteurs qui se sont présentés et qui sont sur le carreau par rapport au recrutement que nous venons de faire. Il faut corriger cela. Alors on a 1593 candidats, personnes, individus, qui ont été reçus pour 250. Un exemple, excusez-moi. Non, vous n'avez pas la parole, monsieur. Voilà. Merci d'être discipliné, s'il vous plaît. Docteur Dassé, vous voulez réagir? Allez-y rapidement. Enfin, je voulais réagir sur votre première question. Vous avez demandé est-ce que nous, les docteurs, on a le droit à la grève? Voilà, en fait, non, c'est pas la question que j'ai posée. Vous avez parlé je demandais si la grève était la solution. Voilà, en fait, je voudrais rebondir dessus pour dire que au niveau étudiantin puis scolaire, c'est des termes, je dirais, entre guillemets, qu'on parle des grèves, qu'on parle des syndicats. Mais ce sont des termes qui sont réservés à une corporation professionnelle. Nous, ce n'est pas le cas. Certes, on peut constater des cas, qu'on peut estimer que des cas, ce sont des cas d'injustice. Donc, on peut avoir des sauts d'humeur, on peut manifester, ça c'est vrai. Mais nous, dans notre position, dans ce cas, il est question d'y mettre la manière. Voilà. On peut exprimer notre mécontentement aux autorités sans passer à l'injure, à la défiance. Nous, ça, c'est notre posture. D'accord, très bien. On vous a bien compris. Donc, vous n'avez pas participé à ce mouvement d'humeur? Non, nous, on n'a pas participé. On a fait une rectification, ce qui a fait que nos amis nous en veulent et nous menacent même. Moi, personnellement, j'ai été menacé. Il m'accuse, là. Je reprends, monsieur. En 10 secondes, allez-y. Ce mouvement a été créé subitement après que le ministre nous ait reçus. Le ministre a fait un post sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur pour dire qu'il avait reçu le groupe des collectifs. Il nous reçoit le mardi. Il mène la photo de nos amis. Le mercredi, on fait la marche. Le jeudi, on dit on a une rencontre. Le vendredi, subitement, des amis se présentent, ils ont le même nom que nous. On ne va pas s'appesantir dessus. C'était juste pour on va s'appesantir dessus. Moi, je voulais faire une doléance suite à ce que monsieur le directeur a dit. Il y a un candidat qui s'est arrivé deuxième par rapport à cette situation n'a pas été recruté. Est-ce que c'est juste que l'an prochain, ils reprennent tout? On ne peut pas maintenir ces résultats de cette année au cas où il y a des possibilités? Mais comme un concours, tu as admis, il y a un problème budgétaire où il y a des contraintes de glissement. Non, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de liste d'attente? Oui, il le faut. On le laisse réagir. C'est un concours, ce n'est pas un examen. D'accord. À l'ENA, souvent en France, il y a des admis qui sont reportés à d'autres promotions. Peut-être. Mais ici, on concourt ou on admis ou on n'est pas admis. D'accord. Et en fonction des postes qui sont donnés. D'accord. Arthur Banga, dernière réaction sur ce sujet. Rapidement, deux réactions. Est-ce qu'on peut... Moi, ce que je suggérais, c'est que les postes soient définis. Est-ce qu'on ne peut pas définir les postes avant par rapport aux spécialités, par rapport aux dispositions, tous des sujets de transparence. Pour terminer, Ali, je veux dire que c'est une situation difficile. Elle est beaucoup plus difficile pour les docteurs qui sont dans cette situation-là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils vivent. C'est vraiment compliqué. Et donc, moi, je pense que la réflexion doit être plus grande. Elle doit être mobilisée d'abord le ministère. Je pense que le ministère et les RH, vous devez travailler avec d'autres ministères pour voir qu'est-ce qu'on peut créer, notamment sur les programmes, sur des postes de chargés d'études, des choses comme ça pour prendre une part. Je pense que les universités doivent s'organiser en laboratoire et travailler de façon à modifier les séminaires pour ne pas qu'il reste que des séminaires méthodologiques. En fait, on doit préparer ces jeunes au marché. Et ça, il faut les préparer à ça. Troisième chose, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on s'organise un peu plus en think tanks, en labo, pour pouvoir aller sur des marchés. Parce que souvent, on ne montre pas notre expertise. Les gens ne savent pas. Vous savez, souvent, vous finissez d'expliquer à des gens, vous dites, mais je peux travailler avec toi. Donc,
faut qu'on change tous le logiciel. Changer le paradigme. Voilà. Justement, le Maroc l'a réussi un peu, en notamment faisant la promotion de la recherche dans les entreprises privées. Exactement. Dernière réaction, M. Nassé. Merci. Je voulais dire à... Vous avez 10 secondes. Je voulais dire à mon ami qui est historien que l'histoire même, l'histoire dit que lorsque vous forcez la main à l'État avec la main droite, ce que l'État vous a donné, l'État vous l'arrache avec la main gauche. S'il vous plaît. Ce que l'État... Lorsque vous forcez la main à l'État, ce que l'État vous donne dans la main droite, l'État reprend cela avec la main gauche. D'accord. Voilà. C'est bien donc, entendu. Nous sommes en dernière réaction, c'est par rapport à ce qu'il a dit, que je partage entièrement. Mais il faut retenir une chose. L'État n'a pas vocation, nulle part dans le monde, à recruter tous les docteurs. Ça, c'est pas possible. Très bien. Ni tous les diplômés d'ailleurs. C'est bien pas seulement les docteurs. On vous a bien entendu, monsieur. Merci infiniment à Dr Dassé Sévérin, porte-parole du collectif des docteurs non encore recrutés. Dr Dero Simi, historien politologue, membre du collectif des docteurs non recrutés. Monsieur Djekité Dembala, directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'être venu faire le débat sur NCI. On vous recontactera certainement. On n'a même pas exposé nos perspectives de Chali Rassoum. Mais vous ne pouvez pas parler pendant que je parle. Non, je vous dis aussi ce qui s'est passé. Non, mais vous me laissez finir de parler. Voilà, vous nous avez donné un petit temps. Oui, je vous comprends. Non, vous me laissez finir de parler. D'accord, allez-y. Voilà. Quand vous aurez la parole, vous parlerez. D'accord, allez-y. Merci de la discipline. Je vous comprends. Merci d'être passé sur plateau. Merci à NCI. On vous recontactera certainement pour faire le débat. Merci. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a procédé jeudi à la nomination de plusieurs personnalités de son parti, conformément à ses décisions lors de son discours de cérémonie de clôture du colloque de 75 ans du PDCI, de nouvelles dispositions aux allures d'une restructuration avec la création d'un nouvel organe dénommé Conseil de surveillance. On en parle avec d'autres invités qui nous rejoignent après ce sujet de Pierre Dipomela. Comme prévu par son dernier congrès, le PDCI RDA a entamé sa restructuration avec la nomination de 3 nouveaux vice-présidents. Ainsi, Ndré Kwadio-Pierre Narcisse, anciennement directeur de cabinet du président du parti sexagénaire, a été nommé au poste de vice-président du PDCI. Il assure également la présidence du Conseil de surveillance, un nouvel organe non exécutif avec pour mission de veiller au bon fonctionnement des structures opérationnelles du parti. Il a été créé par le Sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, président du parti, pour redynamiser le vieux parti. Quant à Thierry Tano, précédemment secrétaire exécutif chargé des finances du parti, il était promu vice-président. Le maire Dany Bilekro, Roger Mbia Mandodja, délégué communal PDCI RDA, rentre lui aussi dans le cercle des vice-présidents. Avec ces nouvelles nominations, le PDCI RDA compte désormais 50 vice-présidents. Lors de la cérémonie de clôture des festivités des 75 ans de son parti, le lundi 18 octobre dernier, Henri Konan Bédié avait annoncé ces grands changements. Objectif, relever les futurs challenges politiques. Voilà l'actualité politique marquée cette semaine par cette restructuration en cours au sein du PDCI RDA. Arthur Banga, réaction? On en avait déjà parlé. Je pense qu'on est encore dans gagner du temps. Le seul truc significatif, peut-être, c'est de voir, même s'ils sont 50 vice-présidents maintenant, c'est de voir Thierry Tano promu vice-président, parce que pour moi, il faisait partie des présidentiables, surtout, mais on n'entendait plus, il n'a pas participé aux législatives, et donc peut-être que le président Henri Konan Bédié veut lui redonner un peu d'allant pour qu'il puisse peser davantage dans son parti. À part ça, je pense que les vrais problèmes du PDCI, c'est le congrès et le positionnement d'Henri Konan Bédié. Ça, c'est ce qu'on attend pour 2022. Et je pense qu'il doit plutôt aller dans ce sens que de multiplier les instances et les institutions au sein du parti. 50 vice-présidents, ce n'est pas opportun aujourd'hui. Je pense que le PDCI doit se concentrer sur l'organisation de son congrès, sur la redynamisation et sur un positionnement clair d'Henri Konan Bédié. D'accord. Alors, vous dites quelque chose que beaucoup d'observateurs et commentateurs ont évidemment beaucoup commenté. C'est Thierry Tano qui monte en puissance. Est-ce qu'il pourrait occuper les premiers rôles en 2025, notamment Guillaume Bateau? Vous voulez réagir? Oui, c'est ce qui est souhaitable. Vous savez, connaissez ma position vis-à-vis des 3 anciens. Je pense que une personnalité comme Thierry Tano, qui a une
une bonne carrière à l'international, qui a été pendant longtemps à la présidence de la République, secrétaire général, ministre ensuite. Ce serait une bonne chose que ces figures-là soient mises en avant. Et je suis d'accord avec, là où je suis d'accord avec Arthur, c'est ça. Je l'ai déjà dit ici, quand on a parlé de ces réformes-là. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le président Henri Konan Bédié va à la retraite, oui ou non? Et moi, je pense qu'il doit répondre. Et les militants du PDCI doivent trancher cette question, parce que tant que cette question n'est pas tranchée, tout cela donne l'impression qu'on tourne en rond. Donc, Thierry Tano, oui, il y a eu d'autres vice-présidents. Bon, sur la question des vice-présidents, de toute façon, ce n'est pas des emplois rémunérés. Donc, il n'y a aucun frais. Alors, on peut multiplier le vice-président à sa cité. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, est-ce que, contrairement à ce qu'annonce déjà le secrétaire exécutif, M. Guy Kaouye, qui annonce le président Bédié comme son candidat au Congrès, et par la suite, certainement pour 2025, est-ce que d'autres nouvelles figures vont émerger, avec, comme Thierry Tano, mais aussi, on a parlé de Bion, beaucoup parlent de Tidiane Thiam, il y a d'autres figures comme Akoussi Benjo, tous ces gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, pour la plupart. Est-ce qu'ils vont enfin émerger et on va avoir un vrai débat démocratique sur des projets pour ce congrès? Comment le PDCI ou comment ces personnalités qui veulent demain diriger, si elles appuient à diriger la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elles vont proposer de nouveau? C'est ce qu'on attend. On attend toujours, malheureusement. D'accord. Je rappelle que Charles Sanga, Félix Boni et Bertin Nguessan nous ont rejoints sur le plateau. Bonsoir et merci d'être venus nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on fait le débat sur les restructurations qu'il y a en cours en ce moment au sein du PDCI-RDA. Un nom a émergé, notamment évoqué par Arthur Banga, celui de Thierry Tano. Guillaume Bateau se réjouit de ce qu'il y a une sorte de rajeunissement au sein de l'appareil du PDCI-RDA. Réaction, Bertin Nguessan? Oui, mais bien sûr, je vous remercie. Effectivement, au sein du PDCI-RDA, depuis plus de 6 mois, le PDCI est en restructuration avec ce qu'on a appelé les séminaires éclatés. C'est cela. Voilà, ça a commencé depuis avril avec le discours historique du président Bédié, dans lequel il a décliné les 5 axes importants de sa vision politique. Et puis, on suivi les différentes structures, les 3 structures qu'il a créées. D'abord, le comité politique, le comité de suivi de gestion des élections et le comité de mobilisation des ressources financières. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de sa vision politique. Et à la fin du colloque, il avait aussi annoncé ces nominations que nous voyons aujourd'hui. Voilà. OK. Oui, à la fin. D'accord. On note que Thierry Tano devient vice-président et monte dans le protocole du parti, tandis qu'un candidat qui s'est déjà désigné, M. Billon, reste secrétaire exécutif. Bon, ça joue l'un contre l'autre peut-être. Et puis on note aussi que la direction financière est directement rattachée maintenant au président Bédié. Bon, je pense aussi que les décisions peuvent être prises, mais il est peut-être souvent aussi bon de donner des éléments de langage ou des explications aux militants pour éviter des suspicions. On pourrait penser qu'il y avait peut-être un peu de gabegie et de mauvaise gestion dans les dispositions qui existaient suite à ce qui s'est passé au niveau du groupe parlementaire PDCI, que le président Bédié veut mettre un peu plus d'ordre dans la gestion financière du parti. Mais il est bon certainement de donner plus d'éléments, d'explications aux militants pour mieux appréhender ces nominations qui se font. Mais le véritable enjeu à venir, c'est le Congrès. Mais est-ce que cette nomination-là, justement, ne vise pas à verrouiller le Congrès et à créer une direction qui est rédévable au président du parti pour faire qu'il soit à nouveau plébiscité au Congrès, parce que sa candidature a été déjà annoncée par Guy Kaouye. Il sera plébiscité au Congrès, donc ça fait une bataille en moins. Et puis après, les gens vont espérer être candidats à l'élection présidentielle sans avoir pu obtenir l'alternance au sein du parti, qui est la chose la moins difficile par rapport à obtenir une candidature, une investiture pour l'élection présidentielle. La chose la moins difficile, on ne va pas faire le combat, Bédié va encore la gagner, et puis bon, on verra la suite. D'accord. Bertin Nguessan, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, si il dispose d'une caisse où il garde son argent à sa caisse et ne se confond pas avec la caisse du PDCI-RDA en tant que parti politique. Donc on ne peut pas mettre les deux ensemble. Par ailleurs, je voulais réagir sur la candidature du président Bédié.
Le président Bédié pourrait être candidat, je crois. Candidature à la tête du PDCI. À la tête du PDCI, à la tête du PDCI, pour le Congrès. D'accord. Pour le Congrès, à la tête du PDCI. Sa candidature a été déjà annoncée par le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou Dutaoui. Et il a dit lors d'une rencontre pour expliquer que lui-même... Allez-y. Oui, pour dire que le président Bédié sera candidat à sa propre succession à la tête du PDCI-ADA et qu'il porte la candidature du président Bédié. Et cette candidature, elle n'est pas unique, c'est lors du Congrès. Le Congrès est ouvert à tous les militants. Tout le monde peut être candidat à la tête du PDCI-ADA. D'accord. Il s'agira pour les militants de choisir celui qu'ils veulent voir à la tête du PDCI-ADA. Donc, ce n'est pas verrouillé. D'accord. Charles Sangaou, vous voulez réagir? Oui, moi je vois là un contraste. On ne peut pas dire qu'on veut véritablement réagir le personnel politique, nommer des gens de la trempe comme Thierry Tano, mais je pense qu'une hirondelle ne peut pas faire le printemps. Aujourd'hui, Bédié a près de 100 ans, le président Bédié. Il a 87 ans. 87 ans, il faut préciser, près de 90 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à répondre véritablement donc à la position du chef de l'État, qui est que tous les anciens se mettent un peu en retrait pour faire émerger véritablement une nouvelle... Mais Henri Konan Bédié peut rester à la tête du PDCI. C'est la même chose, c'est le président qui guide l'action politique du PDCI-RDA. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vouloir rester à la tête du PDCI et puis en même temps ne pas avoir d'ambition au plan national. Très bien. Félix? Si je me rappelle très bien, le dernier congrès du PDCI avait adopté les 3 R, c'est-à-dire renouveau, rajeunissement et rassemblement. C'était les 3 R, mais aujourd'hui, quand je regarde un peu le fonctionnement du parti, je me pose la question, où se trouve un peu le renouveau, où se trouve le rassemblement, où se trouve le rajeunissement, parce que tel que le parti est orienté, tel que la politique interne au Parti démocratique, je dis bien Parti démocratique, le Parti démocratique, c'est-à-dire là où on fait prévaloir, c'est-à-dire la loi de la majorité, la possibilité pour tout le monde de s'exprimer librement, tout. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de main lourde qui guide le parti, qui fait que quelqu'un a parlé de verrou, et ça complique un peu les choses au niveau du parti. Quand il y a une certaine lourdeur, quand il y a une certaine sorte de gourou dans les formations politiques, et c'est un peu l'apanage, ce n'est même pas propre au PDCI-RDA, on a vu un parti PPA qui est né, on a aussi même peut-être au RHDP également aussi. Il faut que les anciens libèrent un peu les énergies au niveau de la jeunesse ivoirienne parce que le PDCI a suffisamment de ressources jeunes, dynamiques pour pouvoir lui donner davantage de force pour aller en 2025. Il faudra éviter vraiment la main lourde sur les formations politiques qui empêchent la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Bertin a dit que la candidature du président Bédié a été annoncée. Je crois qu'il y a... Annoncé par Maurice Akogikawe, oui, allons croire. C'est pas une... Quand j'ai lu clairement, à moins que j'ai mal lu, M. Guéoué a dit que c'est son candidat. Il y a nuance. Et on comprend bien la manœuvre. C'est pour ça qu'après ce genre de discours, ça passe. Et M. Guéoué n'a pas dit, M. Bédié m'a chargé de vous dire qu'il est candidat. Il dit au Congrès, moi, mon candidat, en fait, je souhaite, si je vais choisir quelqu'un, ce serait Bédié. Mais Bédié n'a pas encore dit oui ou non s'il est candidat. Et c'est pour ça que je trouve cette façon de faire un peu pas très catholique. Le président Bédié a dit à plusieurs reprises, déjà même en 2010, que c'était son dernier combat. Après, on a vu qu'en 2015, il n'a pas été candidat, il a laissé passer la main au président Ouattara. Oui, parce qu'il n'était pas éligible. En 2015 Oui. Il n'était pas éligible. Ouais. Tu as fait raison. Oui, parce l'âge n'avait pas encore changé. Il n'était pas éligible. OK. Ouais. Depuis donc 2016, en 2020, il a été candidat. Bon. Est-ce que, et je suis d'accord, est-ce qu'on a besoin que le président soit encore président du PDCI? Alors, si on veut avoir un candidat en 2025, nous sommes en 2022, à 3 ans de l'échéance présidentielle. On n'est pas encore en 2022, oui, Guillaume. Mais le congrès aura lieu en 2022. Non, le congrès, je parle du congrès. Le congrès aura lieu en 2022. Si on ne peut pas désigner un nouveau chef qui va formater le parti à son image, qui va se faire connaître par les populations, et que le président Bédié doit être là, et que le candidat potentiel doit raser les murs. D'accord. C'est une question que j'adresse. Oui, je vais répondre à Guillaume. Allez-y. Est-ce que pour être candidat pour la présidentielle, a-t-on réellement besoin d'être président d'un parti politique? Oui. Non.
Oui, non, pas Guillaume. forcément. Non, Guillaume. Moi, je dis non, oui. non, Pas forcément. S'il te plaît. Oui. Donc, le président Bédié peut demeurer président du PDCRDA. Oui. Ça n'empêche pas qu'il y ait un autre candidat, un candidat désigné pour la présidentielle de 2025. D'ailleurs, quand vous regardez la restructuration, on parlait tout tantôt de Thierry Talon, ce sont les jeunes qui sont en train de monter. Qui vous dit que le président Bédié sera candidat en 2025? Non. Mais il reste le chef, il reste la référence, il reste la caution du parti que tout le monde regarde. Mais il n'a pas dit qu'il est candidat pour la présidentielle de 2025. Et puis, est-ce que le président Bédié est le seul responsable politique à avoir l'âge qu'il a? Il y a les 78 ans, il y a les 80 ans. Est-ce qu'il est le seul? Au RHDP, il y en a, au PPACI, il y en a. Alors, pourquoi on fait une fixation sur le président Bédié? On parle du PDCI, c'est tout. Non, il n'y a pas de fixation. Arthur? Moi, je ne suis pas d'accord avec Charles quand il parle d'hirondelle. Non, il y a quand même du renouveau au PDCRDA. Quand vous regardez les élus, c'est qui? C'est Billon, c'est Yasmina, c'est Isaac Adi, c'est le gars de Port-Boué. Il y a de la jeunesse qui est très dynamique. Et elle est encore plus dynamique depuis un certain temps. Quand vous regardez même sur les réseaux sociaux, les mouvements Marivette, PDCI 2.0, il y a une dynamique. Ça, on ne peut pas la nier. Thierry Talon n'est pas une hirondelle. Il y a une vraie dynamique. La question qui se pose aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est est-ce qu'on met en orbite dès 2022 celui qui doit être candidat? Ou est-ce qu'on attend un peu? Pour moi, Henri Konan Bédié peut demeurer président du PDCI. Et s'il est candidat au Congrès, il le sera. Pourquoi? Parce que, comme on dit, il est celui qui centralise pour l'instant. Et n'oublions pas qu'en face, ça n'a pas encore changé. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit mener un dialogue politique, quand on dit les 3 présidents des 3 grands partis aujourd'hui de Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, c'est Gbagbo, ça doit être Bédié. Bédié ne va pas mettre Billon quand il y a une réunion entre Ouattara et Gbagbo. Avant de rentrer à la réunion, il est mort. Voilà. Pourquoi? Comment? Non, mais sérieusement, tu vois Billon sur une table avec Bédié. Non, moi, je ne le vois pas. Ne parlez pas ensemble. Enfin, en revanche, là, je suis totalement... Je ne veux pas que Bédié y pense. Un coup, c'est la candidature. Parce que pour moi, la candidature de 2025, c'est autre chose. Il peut la préparer. Il peut mettre en orbite d'une manière ou d'une autre, avancer la convention, etc. Mais il a un rôle. On ne peut pas avoir un PDCRDA, Bédié vivant et Bédié sans rôle dans le PDCRDA, sans rôle majeur. Ça, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est celui qui incarne le plus. Pourvu seulement qu'il ne soit pas candidat en 2025, c'est bon pour moi. C'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Oui, rapidement. Oui, juste une minute. Non, pas une minute, 30 secondes. Bon, 30 secondes. Le congrès a lieu en 2025. Non, la convention. En 2022, je veux dire. Lors des travaux, des séminaires éclatés, il y a eu 8 ateliers. Un des ateliers a travaillé sur l'élection présidentielle de 2025. Et il a été clairement dit que c'est à partir de 2022 qu'on connaîtra le candidat du PDCRDA pour la présidentielle de 2025. Donc, voilà. Sur la question... Et c'est M. Billon qui a présidé cette commission. D'accord. Sur le débat, la question est... sur cette question, le débat est clos. Messieurs, le temps est en train de courir. Cette semaine, Gilbert Koné-Kafana a fait des clarifications, vendredi précisément, sur l'union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord pour le développement du Grand Nord UGN. En sa qualité de président du comité de pilotage de cette association, devant la presse, à son cabinet au plateau, il a soutenu que ce projet n'est guère pensé dans la perspective des échéances électorales à venir. Quoique, la question fait débat. Et on peut avoir plus de précisions avec Charles Sanga, qui est le président de la commission communication de cette union. C'est ça. Messieurs, vous avez certainement participé à ce débat sur des forats, sur les réseaux sociaux. Charles Sanga, pourquoi cette union fait autant de bruit? On ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs, cette union fait autant de bruit, du moment où ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Il n'y a que depuis 2019, nous avons, sous l'instigation de le leadership du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décidé de mettre en place cette union fraternelle entre les différents cadres et élus du Grand Nord. Les contingences politiques de 2020 n'ont pas permis d'avancer sur le dossier et l'opportunité se présente aujourd'hui. Et le week-end prochain, nous nous retrouvons donc à Korogo. Et comme l'a dit le ministre Koné-Kafana, il ne s'agit pas du tout d'une union politique. Nous avons un cadre légal en Côte d'Ivoire, la Constitution. Nous avons la loi sur les associations, la loi de 1960, qui ne nous interdit pas, en tant que cadre de la même région, de nous réunir
pour travailler pour le développement des 11 régions du Grand Nord, comme c'est le cas, on le voit avec les cadres du Grand Centre, comme on l'a vu avec les cadres de l'Ouest, les jeunes de l'Ouest. Vraiment, je pense qu'il y a des polémiques qu'on ne comprend pas et on souhaiterait que les gens nous laissent nous organiser et après, on va juger après les actes. Ce que vous dites, c'est que c'est une association comme toutes les autres. Elle est apolitique. Elle est apolitique. Elle est non gouvernementale, elle est apolitique et elle est faite pour le développement des 11 régions du Grand Nord. Très bien. Réaction, Félix Bonnet? Mais je dirais que ce n'est pas nouveau, mais même si ce n'est pas nouveau, moi je suis de ceux qui militent totalement contre ces genres d'unions que j'appelle les unions tribales, parce que la Côte d'Ivoire sort d'une profonde crise et les différentes crises que nous avons traversées pendant près de 2 à 3 décennies sont basées sur des concepts bien précis, identité, il y a des termes qu'on a eu l'habitude d'entendre, l'exclusion et tout autour. À un moment donné, on avait eu un mouvement de l'union des élus et cadres du Grand Centre. Mais qui existe encore, hein, c'est pas un mouvement. Qui existe encore qui fonctionne. Et qui a beaucoup de difficultés dans son fonctionnement parce qu'elle a explosé pour la simple raison qu'elle a été créée, elle avait des activités très politiciennes au sein du PDCRDA. Et lorsque les gens ont viré pour être au RHDP, il y a un groupe qui ne se reconnaît pas dans cette union. Ça veut dire qu'on crée des entités sur lesquelles viennent se greffer, j'allais dire, l'acteur politique. Et à la fin, au bout du compte, on se retrouve dans des questions identitaires, des replis communautaires et ça vient créer encore des problèmes à la Côte d'Ivoire. En 2005, on va avoir des élections apaisées. Cette union... En 2025. En 2025. Cette union qui ne s'appelle pas dans la dénomination Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord, mais plutôt Union du Grand Nord. Non, je crois Union fraternelle... D'accord. Non, il faut demander. Je vous le concède. Il faut demander. Vous avez la bonne information. D'accord, je vous le concède au niveau de la dénomination. 30 secondes, pour 30 secondes, oui. Mais créer une union qui brasse 11 régions, c'est-à-dire tout le Grand Nord, je crois que c'est différent d'une mutuelle qui axe ses activités sur une localité précise, qui peut entrevoir des actions de développement. Je vais voir comment cette union va avoir un impact sur le développement. Charles Sanga, je reviens à vous tout à l'heure. On fait un tour de table. Oui, moi je pense que je suis toujours étonné en Côte d'Ivoire quand les gens ont des réactions sélectives. Bien sûr. Mais Charles a dit, l'union des élus cadres du Grand Centre, même plus que pratiquement un organe spécialisé du PDCRDA. Et je suis étonné que ce sont les gens proches du PDCI qui crient le plus. Est-ce que la liberté d'association ne permet pas... Non, j'en fais pas partie. Enfin, puisque tu cherches... Je ne suis pas un cadre du PDCI. Je n'ai pas dit son nom. Qualifié de délit de patronyme. D'accord, je n'ai pas parlé de Facebook. D'accord, il a clarifié. Je dis qu'il en fait partie. Donc je dis, je ne comprends pas que ce soit des gens qui... Nous sommes dans un pays où la liberté d'association est consacrée. Les mutuelles de développement existent depuis des lurettes. Alors, je comprends que, parce qu'il s'agit du Grand Nord, alors, il a dit, il y avait 11 régions, donc ça fait peur. Mais il y a eu bien entendu d'autres régions qui sont organisées. Donc je dis, il faut arrêter d'avoir des réactions sélectives. L'union, les porteurs de ce projet disent que c'est une union fraternelle. Prenons-la au mot. À partir du moment où leur statut ne rentre pas en conflit avec les lois, la République, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Les gens s'organisent depuis. Arthur a dit que l'union des élus cadres du Grand Centre a explosé. Oui, parce que c'est un PDCI. Et quand le président Aoussou est resté au RHDP, il a été poussé. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient fait un bilan, tout ça. Ala Kwadjo l'a remplacé immédiatement. Ils ont créé une deuxième avec... Bon, ok. Donc, ceux-là ont crié et ça n'a pas suscité tout ce débat depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il faut s'en tenir à ce que disent les promoteurs de ce projet et ceux qui veulent s'organiser dans leur région, qui s'organisent pourvu que ça n'arrive pas en conflit avec les lois de la République. D'accord. Bertin Guessant. Oui, je pense que cette union a un véritable problème. Pourquoi? Lequel? Parce que l'union du Grand Nord, l'union fraternelle du Grand Nord, parce que, à la différence des associations ou de l'association du Grand Centre, cette union, dès sa naissance ou dès avant sa naissance, est dénoncée par les cadres du Nord. C'est un cadre du Nord. Quel cadre? On a vu des... Donnez-moi un seul nom d'un cadre. Non, des associations. Quand c'est une association, on ne peut pas donner le nom de quelqu'un. Mais il y a des associations qui ont dénoncé, qui ont fait des... Alors, soyons factuels. Est-ce que vous avez des cas précis de personnes qui dénoncent? Oui, l'association des cadres du Tchologo. Les jeunes cadres du Tchologo. Portés par qui?
Est-ce que vous avez un nom? Je n'ai pas véritablement son nom, mais il y a eu un communiqué là-dessus. Ils ont dénoncé. C'est le droit. Oui, c'est le droit. Non, c'est pour dire que... Non, d'abord, je n'ai pas encore fini. Il n'y a pas de parallélisme possible aussi entre cette association et l'association du Grand Centre. Pourquoi? Parce que l'association du Grand Centre naît dans un contexte différent. L'association du Grand Centre naît dans un contexte de guerre. Au départ, c'est une association informelle. Les gens vont pour aider les parents qui sont en difficulté dans les zones qui sont occupées par les rebelles. C'était ça d'abord. Ensuite, la chose a été formalisée. Or, quand l'association fraternelle du Grand Nord naît, on est en situation de réconciliation, on est en situation de paix. Donc on ne doit pas se regrouper. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, on ne peut pas faire ce parallélisme. D'accord. Pour vous, les contextes de création ne sont pas pareils. On vous a bien compris. Arthur Banga? Moi, ils ont le droit. D'abord, ils ont le droit. Et comme on lui dit, moi, à l'université, les associations des jeunes étudiants de 30, il suffit de vous balader et puis c'est plein. Donc, soit on est cohérent comme Félix qui dit que lui, tout ce qui est communautaire, on n'en veut pas, peut-être parce que ça tue la nation, ça tue la construction de la nation. Ça, c'est un argument. Ce qu'il le dit, je peux l'entendre. Voilà. Mais à part ça, je ne comprends pas. Il y a plein d'associations, etc. En revanche, ce que j'aimerais dire à Charles, il y a quand même des choses qui manquent. Par exemple surtout quand on sort de l'exemple de l'association des grands centres, qui a explosé avec la situation politique. Ce qui manque dans l'union fraternelle, je vois que des cadres de l'administration ou du RAGP. Regardez, Wassénan connaît. Est-ce qu'il est dedans? Je termine. Donc, oui, je vais finir. Quand on n'a pas quand même ça allait être une réussite pour moi si vous aviez été aussi convaincant. On aurait pu voir Wassénan connaît, Billon, Katina. Vous voyez, là, ça allait vraiment, en tout cas, travailler pour que cela vous rejoigne. Si vous rejoignez, à mon avis, ça va donner une vraie connotation fraternelle. Et là, ça sera plus utile. D'accord. Ça sera utile parce que ça sera le cadre familial où on va se retrouver au-delà des réunions politiques. Mais si c'est les mêmes gars qui se retrouvent à la réunion du RHDP, qui viennent encore se retrouver à l'Union des Grands Nord, pour moi, compléter. Il faut que Wassénan, Billon, Katina, ceux-là, retrouve votre union. Moi, je ne voudrais pas. Je voudrais pas cette caricature. Je ne vais pas stigmatiser les individus. C'est important. Je peux vous garantir que le président du comité de pilotage, le ministre Koné Kafana, a rencontré tous ses aînés. À commencer par le général Gaston Wassénan Koné, à commencer par le général Palinfo. Maintenant, après, il a des jeunes frères. Nous sommes en Afrique. Quand le communiqué est lancé, il est public. S'il y en a qui pensent que c'est une activité politique, qui ne veulent pas y être, l'adhésion à l'union est libre. Oui, mais pour l'image de l'union, si vous voyez tous les cadres de la société civile qui ne sont pas dans les partis politiques, ah oui, je vous invite à Korogo le vendredi et le samedi, vous verrez le parterre de personnalités qui sont là, aussi bien du RHDP que d'autres partis qui ne sont pas du RHDP. Donc je précise que nous, je vais vous donner peut-être copie de nos statuts et règlements intérieurs pour que vous regardiez. Non, moi je ne doute pas de ça. Cette union n'a rien de politique. C'est l'opportunité que nous voulons saisir pour accompagner les actions de développement qui sont posées actuellement donc par l'État, par le chef de l'État et le gouvernement. Je pense que quand on parle de la diversification, le désert qui approche, les cadres que nous sommes devons prendre les devants pour accompagner les politiques gouvernementales. On ne peut pas attendre tout de l'État. Il est important et je pense que tous les mouvements qui ont eu lieu, aussi bien à l'ouest qu'au centre, devraient pouvoir permettre à l'État de s'appuyer sur ces regroupements-là. Ce que les thèmes de Félix, je pense qu'il y a des thèmes un peu chez les Blancs, affaires de communautarisme aujourd'hui. Les sociétés africaines, malheureusement, sont basées sur ça. Et l'essentiel, comme l'a dit Guillaume, c'est pas un fait plaît. Non, l'essentiel, comme l'a dit Guillaume, c'est qu'on ait à l'esprit l'appartenance à la communauté nationale. Et quand on commence nos statuts, c'est notre appartenance à la Côte d'Ivoire. On va chanter l'hymne national. Nous sommes des Ivoiriens, mais en même temps, nous nous regroupons autour de nos régions qui ont une histoire commune, qui ont une culture commune, qui ont une sociologie commune. Et je pense qu'ils vont nous permettre d'appuyer tout ce que l'État fait. D'accord. Ils seront là. À la fin, la parole, s'il vous plaît. J'ai écouté les observations, j'ai participé à des échanges où j'ai exprimé des réserves là-dessus. Vous savez, de façon générale, en Côte d'Ivoire, les partis politiques même sont connotés. On ferme les yeux là-dessus, mais en fonction des partis politiques, on dit le PDCI c'est X, le RHDP c'est tant. Il y en a qui ont encore du mal à dire RHDP, ils disent RDR.
Ils ne veulent pas prendre en compte ceux qui sont venus d'ailleurs. Et puis PPA, CI, on va dire c'est ceci, FPI, c'est cela. On a vu Afingue sans se plaindre d'un certain nombre de choses. Si dans les partis politiques déjà on a des problèmes, si, comme il a dit tout à l'heure, il souhaite avoir des figures et des visages dans l'UJN, l'Union fraternelle, on se pose des questions, on se demande est-ce que ça fera mieux. D'ailleurs, on parle du passé. L'association des cadres du Grand Centre à l'époque, je ne sais pas si c'était les cadres élus du Grand Centre uniquement, mais en 2005, ça a été créé à l'époque. Pourquoi? C'était un truc politique face à la pression du pouvoir Gbagbo sur le centre. Donc c'était pour résister et ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, l'Union du Grand Nord, ce n'est pas l'opposition, c'est des cadres éminents du parti au pouvoir. Donc, à l'époque... Pas seulement. Éminent, il a dit il manque quelques figures. Il a dit il manque quelques figures. J'apprécie déjà la présence du professeur Saliou Touré. J'apprécie la présence du professeur Saliou Touré. Je souhaite qu'il y en ait davantage. Ils sont nombreux d'ailleurs. Je sais qu'il y en ait davantage. Mais à l'époque, je vous l'ai dit, ces associations dont on parle comme référence sont nées dans les contextes que l'on connaît alors que leurs animateurs étaient dans l'opposition. D'ailleurs, lorsque le président Aoussou est allé au RHDP, il a été putché et les gens sont restés dans l'opposition. Et aujourd'hui, il y a un autre groupe créé pour empêcher que les cadres du PCI qui sont entrés au RHDP sortent et pour en recruter à nouveau. À l'époque d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des forums du Nord, c'était l'opposition pour soutenir des combats. Lorsque l'on a des mécanismes, alors qu'on est dans la gouvernance, alors qu'on est au pouvoir, on a des mécanismes et des leviers, et qu'on est éminent dirigeant. Ça veut dire que si c'est peut-être des acteurs, entre guillemets, des secondes zones qui font ça, on va dire, OK, ils veulent peut-être aller faire du lobbying auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, auprès des hauts cadres du Nord pour avoir des projets de développement. Mais lorsque ce sont ces éminents acteurs-là eux-mêmes qui sont dans ce genre de mouvement, bon, on se pose des questions. Non, mais il n'y a pas que... Cela dit, ils ont le droit de le faire, mais aussi on observe en posant un certain nombre de questions. D'accord. Alors, monsieur, nous sommes au terme de cette émission. Félix Boli, 30 secondes. Je vais rapidement, en 30 secondes, compléter ce que Alafé vient de dire, parce que l'État de Côte d'Ivoire a déjà suffisamment créé des entités très régionales pour pouvoir impulser le développement. On a les conseils régionaux, on a maintenant les gouvernorats, les ministres-gouverneurs, tout ça pour impulser le développement. On peut faire bloc autour de ces entités-là pour impulser le développement à la base. Et quand on voit une union qui brasse totalement tout le Grand Nord et qui pratiquement va venir redonner cette cartographie d'une certaine époque où la Côte d'Ivoire était coupée en deux, ça fait peur. Deuxième élément, en interne, oui, il me reste 10 secondes. En interne, au sein d'un parti politique, le parti au pouvoir, il y a déjà des voix qui ont commencé à se faire entendre, comme la voix d'Adjoumani, pour dénoncer cette voix de l'union des Grands Nord. Ça veut dire qu'il y a une connotation politicienne au sein de cette union, au sein même de l'entité au pouvoir. Bon, oui. Bref. Moi, je pense que c'est pas parce que certains ne sont pas d'accord que c'est pas normal. Mais dans un pays de droit, de liberté, même dans une même famille politique, on n'est pas toujours d'accord. Donc ça, moi, je pense que le fait que Adjoumani ou bien on n'a pas de tout Alpha Yaya ou bien d'autres personnes émettent des réserves ou même ne sont pas d'accord, c'est pas ça qui fait la viabilité de la structure. Deuxième chose, je veux dire à la fin, mais le pouvoir, on est au pouvoir aujourd'hui, on peut le mettre au pouvoir demain. Donc, l'association, l'union, la mise en commun des forces n'est pas l'apanage de l'opposition. Bien au contraire. Et si on va sur cet aspect, au contraire, même le pouvoir a intérêt à fusionner ses énergies pour rester toujours au pouvoir. Je ne le défends pas. Mais je dis, il ne faut pas se faire peur. Il y a une loi sur les partis politiques, il y a une loi sur les associations. À partir du moment où ce qui est fait n'est pas illégal, que le ministre Ouassena y aille, c'est le souhaitable, hein, tu as raison de le souhaiter. Mais est-ce qu'un monsieur comme Ouassena, on va le tirer pour l'envoyer dans une situation? Ce serait bien qu'il soit. Oui, mais ils vont le faire. Monsieur, vous avez bien compris, on termine avec Charles Sanga. Ça va donner une vraie connotation fraternelle. Parce que là, d'accord, très bien. Arthur, s'il vous plaît. Bertin? Il y a quand même une suspicion légitime autour de cette affaire. Pourquoi? Parce qu'en 1992... Qui soupçonne qui? S'il te plaît. Laissez-le terminer. En 1992... Qui soupçonne qui? S'il vous plaît. En 1992, il y a eu cette affaire de la Charte du Nord. Et après 2002, on a connu la rébellion qui a fini par diviser le pays en deux. Donc cette suspicion... Mais c'est quoi le rapprochement entre 1992 et 2002? Non, je le dis parce que quand il y a eu la Charte du Nord et qu'après la crise, le pays a été divisé en deux, c'est cette crainte-là. Est-ce que cette association ne va pas aboutir à une chose pareille? Bon, je ne vois pas l'allusion entre 92 et 2002, mais bon,
la charte du Nord. Mais moi, je vais répondre. Non, la charte du Nord. Mais vous me rendez la tâche difficile. La charte du Nord. C'est lui qui a posé la question. Monsieur Bertin-Guessin, tout à l'heure, vous dites qui soupçonne qui. On vous retourne la question. Qui soupçonne qui? Oui, mais ceux qui ne font pas partie. Bon, d'accord, très bien. Charles Sangar, réponse. Alors, moi, je voudrais rassurer les Ivoiriens, mon frère Bertin. Je voudrais rassurer que la charte du Nord, c'était un tract, je pense bien. On ne sait pas trop ce que c'est. Et là, aujourd'hui, nous avons des responsables d'un certain niveau. Et je voudrais rappeler que ce ne sont pas que les cadres de l'administration publique qui sont membres de cette organisation. Vous avez les responsables des mutuelles. Je suis maire d'une ville, il y a des activités que je n'arrive pas à mener, que la mutuelle de ma ville mène. Ils ont construit peut-être une école primaire qu'ils ont mis à la disposition de la collectivité. Et c'est la même chose que nous allons faire. Nous allons accompagner les investissements de l'État. Nous allons poursuivre donc la sensibilisation auprès des populations. Il n'y a pas à avoir peur de cette union. Elle est là justement donc pour accompagner la Côte d'Ivoire unie et la Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais inviter tout le monde le samedi donc à Korogo pour la mise en place de cette union et qu'on nous juge qui paye aux le actes. transport. On nous juge aux actes. Tu nous offres le transport. Je vous précise que tous ceux que vous voyez ne seront certainement pas même les dirigeants de cette association. D'accord, très bien. Monsieur, on a terminé. Place à présent au carton de la semaine. Carton rouge, Alors, on commence justement sur l'Union du Grand Nord. Alafé Wakili, carton. Je ne connais pas ce que c'est. Pas rouge ni vert, peut-être jaune un peu. Du jaune, oui, allez-y, sur le haut carton. Oui, jaune. Carton jaune pour l'Union du Grand Nord. J'observe pour voir l'épreuve. Pour l'instant, je me dis que... On n'aura pas le carton rouge. Vous n'avez pas le rouge. On n'aura pas le mais rouge. vous n'avez pas le vert non plus. On a le vert pour l'instant. La concurrence déloyale Yango compteur. Quel carton vous attribuez? Moi, je suis contre Yango, rouge pour Yango. D'accord. Voilà, je suis les rouges, les taxis rouges. Je suis rouge pour Yango. Très bien. Arthur Banga, l'Union du Grand Nord. L'Union du Grand Nord, un jaune aussi, je répète, jaune, tout simplement, parce que dans les têtes d'affiche, je vois que des têtes d'affiche du RHDP. Moi, je veux que ce soit une vraie union fraternelle, quand dans les têtes d'affiche, on aura des têtes d'affiche d'ailleurs. Bertin? Monsieur l'Union du Grand Nord, c'est un carton rouge. D'accord, très bien. Systématique. Merci. John Bateau? Carton vert. Je pense qu'il ne faut pas se faire peur. Je crois que la rébellion, la charte du Nord, tout ça, ce sont des choses préhistoriques. Nous devons nous tous nous engager à construire un pays démocratique, fraternel. Et au Nord, il n'y a pas que des gens du Nord qui vivent au Nord. Il faut vraiment faire comprendre à nos populations qu'elles ont besoin de se rencontrer et de contribuer au renforcement de la démocratie. Donc, carton vert pour l'Union des cadres. J'espère que je serai invité et que M. le maire va prendre mon Charles Sanga. Mais naturellement, mais je voulais préciser à Arthur que l'Union est ouverte à toute personne qui a des intérêts dans l'une de nos régions. Tandis que vous, si vous avez des intérêts dans l'une des régions, vous pouvez être membre de l'Union, vous pouvez faire acte de candidature. Si vous avez une ferme à Tafiré, par exemple. Vous pouvez faire Il y a acte des de explications qu'on n'a pas. Je vais changer de carton. Si j'ai reçu, c'est un peu Carton rouge. C'est une union sectaire, une union dangereuse au moment où la Côte d'Ivoire est une nation qui a besoin d'être consolidée. Moi, je viens d'une région frontalière à ce Grand Nord et je veux bien qu'on soit vraiment Oui, je sais d'où je viens. Je ne suis pas loin de chez toi. Donc, nous devons vraiment consolider la fraternité entre nous. Et je combats tout ce qui est sectarisme, que ce soit l'union des grands centres du Grand Nord. Carton rouge à toutes ces unions. On vous a bien compris. Pour les taxis compteurs et les Yango, rapidement, on vous écoute. Oui, moi, vert, parce que c'est... Bon, vert, parce que c'est l'ubérisation de l'économie. Il faut s'adapter à ça. Il faut quand même accompagner nos chauffeurs de taxi à s'apprêter à ça. Il y a un gars, je le conseille, GPS, il a refusé, on est tombé dans un embouteillage. D'accord, Guillaume Bateau. Oui, carton vert pour Yango. Je pense qu'on a vu le débat. Vous avez réuni tous les acteurs. C'est vrai que le ministère a dit qu'ils sont dans l'informel, mais justement, 95% de notre économie est dans le secteur informel. Donc il faut aider ces gens à se professionnaliser. Et c'est aussi le rôle de l'État et de tous les autres acteurs qui doivent se mettre au diapason du modernisme. On ne va pas revenir... on a dit qu'il y a 60 ans qu'on a 4 compteurs, mais on ne va pas revenir à 60 ans en arrière.
C'est cela. Alors, un verre à tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent tous les jours. Merci de nous suivre. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Alafé Ouakili, Arthur Banga, Bertin Guessin, Guillaume Bateau, Charles Sanga, Félix Bonny. Arthur Banga, qu'est-ce que vous voulez dire encore? Je vais donner un carton vert au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour la première promotion de l'école de police de Korogo. Au nord. Je veux dire bravo à mes anciens collègues et au ministre. Je suis très content parce qu'il était très touché. C'était un hommage qu'il tenait à donner à son ami, feu le Premier ministre Amadou Gon. Et je l'ai senti très ému. Et c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire d'avoir une deuxième école. C'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire d'avoir un NCI qui fait les débats sur des sujets qui intéressent tout le monde. Tous les dimanches, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.